Ceux qui me connaissent pas, moi c'est Alain Fer, je suis animateur du RMT Biorec avec, Benoît Litchi qui est, sur mon écran en haut à gauche. Sur le vôtre, je ne sais pas où il est. Donc il y aura 2 parties présentation. Donc, je laisserai Benoît présenter les présentateurs et puis à l'issue de ces 2 présentations, il y aura à chaque fois une phase de questions-réponses avec le présentateur et puis ensuite une phase de discussion entre nous sur ce qu'on a vu. Eh bien, Benoît, je te laisse, présenter, les 2 intervenants. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Donc, on a le plaisir de recevoir 2 intervenants. Je les remercie, d'avoir accepté de présenter pour ce premier webinaire. Donc tout d'abord, Pierre Bonnet, qui est chercheur au CIRAD à l'UMR-AMAP et qui coordonne la plateforme PlanteNet, donc qui présentera PlanteNet et puis ses dérivés. Voilà, on connaît l'application smartphone est très connue, mais en fait, les possibilités vont bien au-delà, notamment par implication dans de nombreux projets collaboratifs. Et puis, dans un second temps, Christian Kerberiou, qui est enseignant-chercheur à Sorbonne Université, qui est rattaché à l'unité CESCO du Muséum national d'histoire naturelle et qui travaille sur le suivi acoustique des populations oiseaux chiroptères, et plus particulièrement dans le cadre de démarches citoyennes, et qui coordonne notamment le dispositif Vigichiro. Voilà, sans plus attendre, je leur laisse la parole, tout d'abord à Pierre. Bonjour, merci encore pour cette invitation et l'opportunité de présenter l'avancement de nos travaux. Donc, je vais partager mon écran. Je vous laisse me confirmer que c'est bon. C'est tout bon. Super. Et donc, je vais me faire le porte-parole du travail mené dans le cadre du développement de cette plateforme de sciences participatives qui est PlanteNet, et donc qui s'intéresse à la caractérisation des espèces végétales à grande échelle par l'expérimentation de différentes méthodologies informatiques. Donc moi, je suis chercheur au CIRAD, au sein d'une unité mixte de recherche basée à Montpellier, qui fait de la botanique et de l'écologie méditerranéenne et tropicale. Et le consortium PlanteNet donc, implique 3 organismes de recherche dans les sciences du vivant, que sont le CIRAD, l'INRAE et l'IRD, et l'Institut national de recherche en informatique et automatique, qui coordonne le développement du projet, notamment à travers l'implication d'ingénieurs et chercheurs. Et donc, avec mon homologue Alexis Joly, chercheur en sciences des données à l'INRIA, on coordonne l'évolution de la plateforme depuis déjà plusieurs années. Donc, au départ, PlanteNet, c'est... Hop là! Au départ, donc, aujourd'hui, vous m'entendez toujours bien? Oui, oui. Oui, oui, Ah, c'est bon. super. J'ai eu peur qu'il y ait un petit shift. Voilà. Donc, la plateforme aujourd'hui, elle se présente sous forme d'une plateforme qui à la fois propose des services facilitant l'identification des plantes par analyse visuelle et qui permet l'agrégation, la génération d'observations de plantes illustrées, géolocalisées, datées par le réseau des utilisateurs. Et donc, l'idée de départ, c'était d'expérimenter les techniques d'analyse visuelle pour la reconnaissance d'espèces végétales, de pousser au maximum les capacités de ces méthodologies-là et d'impliquer des bénéficiaires dans l'expérimentation de ce type de méthodologie pour prendre en compte les retours qui pouvaient nous être faits et faire évoluer en fait les capacités de cette plateforme. Donc, il faut savoir que la version mobile au départ n'était pas du tout envisagée comme une réalisation dans le cadre du projet initial qui a démarré il y a un peu plus de 13 ans maintenant. Et petit à petit, finalement, avec les évolutions qui ont été mises en œuvre et les retours qui nous ont été faits, les partenariats qui ont été développés, on a une communauté d'usagers qui s'est mobilisée pour à la fois tirer profit de ce qu'on proposait et en même temps y contribuer, notamment en partageant leurs observations en licence libre, qui permettaient, une fois révisées de manière collaborative, d'enrichir ce qu'on appelle la base d'apprentissage visuel qui est utilisée pour l'entraînement de modèles de classification automatisés. Et donc, on a un mécanisme de révision collaborative des données
qui nous a permis d'augmenter le nombre d'images par espèce et le nombre d'espèces couvertes à l'échelle mondiale, et ainsi de passer pour la première version de l'application mobile qui a été mise à disposition il y a 10 ans, début 2023. Donc elle couvrait 800 espèces de la flore principalement de France métropolitaine en région méditerranéenne. C'était 800 espèces illustrées par 22 000 images, et aujourd'hui on en couvre 46 000 illustrées par plusieurs millions d'images. Et donc la plateforme, grâce à cet enrichissement en données, a notamment permis d'augmenter ses capacités à correctement reconnaître des espèces à différents stades phénologiques, dans différentes régions du monde, dans différents environnements. Et donc au fur et à mesure que cette plateforme s'est retrouvée à structurer la production de données, elle a ainsi pu contribuer à différentes initiatives, que ce soit au niveau national avec la contribution auprès de l'inventaire national du patrimoine naturel, ou au niveau international par le versement des occurrences générées au niveau du GBIF. Et donc, on a mené il y a 5-6 ans une évaluation des usages, puisqu'on n'avait pas on avait des retours d'usagers de manière ponctuelle, soit sur des retours d'expérience ou des difficultés de prise en main. Et donc, on a conduit un inventaire des usages, et qui nous a permis de voir qu'on avait environ 12% des usagers qui l'utilisaient qui utilisaient les services de la plateforme à titre professionnel, et un peu plus de 80 donc qui l'utilisaient à titre personnel. Et on a été surpris par la diversité des usages, aussi bien je dirais à titre perso que pro, et c'est ce qui a amené finalement différentes évolutions et différents sujets de recherche qui ont été investis et que je vais décrire par la suite, et qui quelque part contribue à essayer de faire en sorte que on s'approprie les besoins et intérêts de nos partenaires, pour voir dans quelle mesure on peut investir avec eux sur des évolutions qui répondent à leurs besoins, tout en favorisant nos objectifs de recherche. Donc aujourd'hui, la plateforme elle est disponible à travers 3 supports, mobile, Android et iOS. On compte un peu plus de 30 millions de téléchargements, près de plus de 4 millions d'utilisateurs ont créé un compte utilisateur, et donc se positionnent dans la capacité de contribuer avec des observations qu'ils produisent, ou de réviser les observations faites par d'autres usagers. Au niveau annuel, on est entre 100 000 et 700 000 utilisateurs journaliers. Alors actuellement, la période printanière et estivale, c'est les périodes où on a le plus gros volume d'usage. Donc on se situe entre 500 et 750 000 utilisateurs journaliers, donc qui est plus élevé que la moyenne qu'on rencontre l'automne et l'hiver. Et on a un peu plus de 6 000 personnes qui ont créé un compte pour l'usage du service de reconnaissance qui est embarqué dans d'autres applications que PlanteNet. Donc vous avez peut-être déjà utilisé des applications web ou mobiles qui intégraient le service de reconnaissance PlanteNet dans un objectif qui était différent de celui qu'on vise à couvrir. Grâce à la participation des usagers, il y a eu la traduction dans un très grand nombre de langues des interfaces, ce qui a augmenté en fait la capacité d'usage dans des régions qu'on ne visait pas à couvrir au départ. Et la plateforme, donc, elle a généré un peu plus de 700 millions d'occurrences d'observations illustrées de plantes. Donc ça, c'est le volume de requêtes d'identification qu'on a collectées, entre guillemets, qui nous ont été soumis. Et a priori, d'ici la fin de l'année, on atteindrait le milliard de requêtes traitées depuis 10 ans. Sur ce volume-là, il n'y a qu'une petite proportion de données qui sont validées. Donc ça représente quand même plusieurs millions d'observations de plantes, et qui sont partagées au GBIF. Mais donc tout l'enjeu pour nous, c'est de trouver le moyen de canaliser cette communauté d'usagers à produire des données de plus grand intérêt encore et en plus grand nombre, pour des travaux de recherche visant à analyser la distribution des espèces végétales à l'échelle mondiale, leur suivi phénologique, leur sensibilité aux pathogènes, et donc utiliser toutes ces données pour alimenter des travaux de recherche qu'on mène ou menés par des partenaires. Donc on voit la courbe d'usagers sur une année, où on voit bien les pics d'usage les week-ends et en période estivale.
et on monitore de manière continue l'usage des services en ayant un taux de fonctionnement qui est très proche de 100%, donc qui est au-delà de 98% du temps sur une année. Au départ, c'était un projet de recherche financé par la Fondation Agropolis, puis on a eu le soutien dans le cadre d'un programme investissement d'avenir dans le cadre de Floristique qui visait à promouvoir la culture scientifique et technique auprès des plus jeunes, donc toujours en partenariat avec l'association Tela Botanica, avec laquelle on travaille et on collabore depuis le début du projet. Et depuis quelques années, on est soutenu dans le cadre de projets européens de plus ou moins grande envergure où on prend une place plus ou moins importante en tant que responsable de Work Package ou coordinateur de projet. Et début 2023, on a été soutenu dans le cadre du programme du PEPR agroécologie et numérique où un projet commissionné Plantes Agroéco est ciblé sur l'évolution de PlanteNet pour mieux répondre à des problématiques en agroécologie au cours des 5 prochaines années. Et depuis 2019, le consortium PlanteNet, donc qui implique les 4 organismes de recherche que j'ai mentionnés au début, est piloté par un dispositif de l'INRIA qui s'appelle INRIA-Soft et qui a permis la mise en place d'un mécanisme de pérennisation et d'ouverture du consortium. Donc le consortium est ouvert à différentes entités et notamment l'Institut INE du CNRS et Arvalis ont émis leur souhait de rejoindre le consortium. Donc, dans le courant de l'année, on sera au moins 6 membres fondateurs. Et donc, ces membres-là, en fait, ils coordonnent l'évolution, ils planifient l'évolution de la plateforme sur le moyen et long terme. Donc, le projet, il s'appuie, je dirais, sur des ressources mobilisées par ces 4 membres fondateurs, mais en fait, il s'est développé grâce à un vaste partenariat, aussi bien au nord qu'au sud, sur tous les continents. Et sans cette dynamique partenariale, il n'y aurait pas eu une couverture aussi importante sur le plan taxonomique et géographique et des appropriations d'utilisation aussi diversifiées. Donc le projet, il s'appuie aujourd'hui sur 4 mécanismes de pérennisation que sont la cotisation des membres, la contractualisation de services, la mise en œuvre d'une campagne annuelle de dons des utilisateurs et des réponses à des appels à projets de recherche et développement qui sont listés sur la gauche ici. Donc le projet, comme je l'ai dit, il a commencé début 2010 et il y a eu un certain nombre de réalisations qui l'ont amené finalement à je dirais, être de plus en plus visible auprès de communautés d'usagers qui n'étaient pas au départ celles qu'on visait, puisque on imaginait une appropriation des services qu'on développe plutôt à destination de professionnels que du grand public, mais finalement, ils se sont avérés suffisamment accessibles pour que des personnes du grand public l'utilisent de plus en plus activement dans les activités de jardinage, de trekking, de suivi de leurs parcelles agricoles ou autres. Donc on liste ici un certain nombre d'innovations qui ont été apportées tout au long du développement du projet. Et il y en a notamment une qui, entre 2014 et 2015, a marqué un changement dans les capacités qu'offrait la plateforme. C'était avec l'usage de nouvelles techniques d'analyse visuelle automatisée qui s'appuyaient sur des modèles de réseaux de neurones profonds, nous a permis à la fois de pouvoir couvrir un plus grand nombre d'espèces et de mieux prendre en compte les volumes de données visuelles qu'on mettait à disposition. Il y a eu un autre événement important qui a marqué une ouverture des capacités de la plateforme à d'autres champs possibles, qui était la mise à disposition du service de reconnaissance à travers une API, qui est donc un service informatique utilisable par d'autres développeurs ou équipes de recherche et qui intègrent le service de reconnaissance dans leur propre workflow. Alors ça peut être l'appliquer à leur propre jeu de données, qui soit en ligne ou hors ligne, ou bien l'intégrer dans leur propre application web et mobile. Et donc ça permet comme ça à des partenaires d'utiliser ce service dans des contextes que j'illustrerai qui sont assez éloignés de ceux que nous on visait au départ. Il y a eu la reconnaissance de ce travail-là à travers un prix conjoint INRIA et Académie des sciences, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. La mise à disposition des données validées sur la plateforme du GBIF qui nous a permis, nous, de voir, je dirais, l'attractivité et le bénéfice de ce type d'occurrence pour des équipes de recherche étrangères notamment.
Et depuis quelques années, on poursuit l'évolution de la plateforme sur la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités qui répondent mieux à des scénarios d'usage destinés à des professionnels ou des équipes de recherche. Donc la mise en place de groupes au sein de la plateforme qui permet d'avoir des espaces privés ou publics pour travailler sur des parcelles ou le suivi de plantes d'intérêt thématique pour des collectifs, que ce soit des associations, des écoles, des équipes de recherche. Et plus récemment, on a mis à disposition la version hors ligne de PlanteNet qui vise là à couvrir des territoires et des espèces qu'on couvre mal aujourd'hui. Puisque même si la plateforme, elle reconnaît assez bien les espèces richement illustrées et très communes, elle a beaucoup plus de mal sur les espèces peu illustrées. Et finalement, 46 000 espèces à l'échelle mondiale, c'est assez peu au regard de la diversité du vivant. Et je dirais que l'un des atouts qu'il y a eu dans le développement de cette dynamique, c'est qu'il y avait des équipes de recherche qui étaient intéressées pour investir aussi bien des problématiques fondamentales en mathématiques et informatique que d'autres pour développer et mettre à disposition des résultats de recherche pour avoir des services et outils le plus finalisés possible qui puissent être utilisables dans le cadre de programmes de recherche qui s'appuient sur la science participative ou des méthodes d'acquisition plus usuelles. Donc récemment, on a comparé en fait on essaye de se tenir à jour par rapport à l'état de l'art des mécanismes et modèles de reconnaissance visuelle automatisés. Donc là, ce qu'on voit sur ce slide-là, c'est une mesure des performances du modèle actuellement en production, qui est un modèle qu'on dit assez ancien, qui est un Inception V3, un modèle de réseau de neurones qui a des performances en top 1 qu'on mesure de l'ordre de 70% sur des jeux de tests dont on dispose. Et d'ici quelques semaines, hier on a fait un test et a priori d'ici quelques semaines on mettra en production un nouveau modèle de reconnaissance qu'on voit avoir des performances plus importantes et notamment sur des espèces moins illustrées. Donc l'idée pour nous c'est équilibrer l'évolution de la plateforme en prenant en compte nos objectifs qui sont d'essayer de couvrir un nombre de plus important d'espèces et notamment les espèces les plus rares, menacées, les plus difficiles à déterminer parce que ce sont des espèces souvent en enjeu pour des problématiques de conservation et donc on vise à se rapprocher au plus près des difficultés et des contextes dans lesquels il y a le plus d'ambiguïté possible pour la reconnaissance d'espèces appartenant à des genres par exemple ou présentant des similarités morphologiques très proches. Donc ici, on illustre ce que je disais, qui est le fait que les performances de reconnaissance pour les espèces les plus richement illustrées sont plus importantes que celles qui le sont moins. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est réussir à rééquilibrer cette courbe-là en faisant en sorte qu'il y ait des performances plus importantes sur les espèces sur lesquelles on dispose de peu de données d'apprentissage, notamment pour en favoriser la collecte. Donc, dans le cadre de PlanteNet, on a des mécanismes de filtrage par flore. Donc, il y a des flores thématiques et régionales. Et donc, une espèce recherchée par un utilisateur, elle est soumise à un modèle de reconnaissance qui la traite et qui cherche quelles sont les espèces les plus probables par rapport à l'image que soumet cet usager. Mais par contre, ne lui est restitué que les espèces les plus probables dans une flore qu'il a sélectionnée ou qui a été automatiquement sélectionnée selon sa géolocalisation. Et ça permet de faire en sorte que des espèces sur lesquelles il y a une forte ambiguïté, parce que le contenu visuel soumis par l'usager, donc qui est illustré ici à gauche, est difficile à analyser, parce que ça peut être des motifs petits, parce qu'il peut y avoir de fortes ambiguïtés entre plusieurs espèces proches. Eh bien, sur le modèle global à l'échelle de la flore mondiale, l'usager va avoir un certain nombre de résultats, mais si on post-filtre ce résultat sur les espèces présentes dans une flore régionale, ça va permettre de cibler en fait certaines espèces auprès de l'utilisateur et d'avoir des capacités de reconnaissance plus importantes et des niveaux de performance plus élevés. Donc, dans le cadre des travaux actuels, et donc comme je le disais tout à l'heure, on va mettre d'ici quelques semaines en production un nouveau modèle de reconnaissance et ce nouveau modèle s'appuiera sur le référentiel taxonomique mondial de Kew qui s'appelle Plant of the World Online et qui nous a mis à disposition ce référentiel mondial avec pour chacune des espèces la liste des
zones géographiques selon un standard qui est développé par le TDWG, qui donc nous permet en tout point du globe d'avoir la liste des espèces connues pour chacune des régions illustrées sur cette figure ici. Donc le monde a été découpé en zones floristiques d'intérêt, avec des découpages plus ou moins fins selon les régions. Typiquement en Amérique du Nord, il y a un découpage très très fin, là où en Afrique, il va y avoir un découpage plus grossier. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir disposer d'un référentiel mondial régionalisable, et donc les usagers de PlanteNet pourront, une fois qu'on aura fait cette migration-là, donc d'ici quelques semaines, un mois maximum normalement, bénéficier des services, quelle que soit la région du monde, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, puisqu'on a des flores pour certaines régions du monde, mais pas pour toutes. Typiquement, il n'y en a pas pour un grand nombre de régions asiatiques, il n'y en a pas pour la flore australienne, etc. Donc, il y aura une capacité d'usage dans un nombre de territoires plus important. La plateforme, elle est distribuée, la plateforme informatique, elle s'appuie sur trois infrastructures complémentaires, donc que sont l'infrastructure du CIRAD où on héberge les bases de données en production et les serveurs d'analyse visuelle, une infrastructure de l'INRIA où on entraîne les modèles de reconnaissance qui, une fois entraînés, sont migrés sur l'infrastructure du CIRAD, et une infrastructure gérée par le dispositif MESO-LR, qui est coordonné par l'Université de Montpellier et qui nous permet d'héberger les centaines de millions de requêtes d'images soumises par les usagers pour nous permettre de les utiliser à des coûts modérés. Et donc, on ne pourrait pas maintenir une plateforme, je dirais, aussi grosse sans les capacités de ces différentes infrastructures. Donc après, cette infra, elle permet de diffuser différents services d'accès aux données, d'analyse de données, d'accès à des services complémentaires et qui sont donc contextualisés à différents usages. Donc les plus gros usages sont les usages à travers les applications mobiles, mais on a plein d'autres usages qui vont au-delà de ce qui est vu et connu des usagers de PlanteNet. Donc on a mobilisé plusieurs centaines de millions de requêtes d'identification généré par une proportion non négligeable d'utilisateurs anonymes. On a souhaité maintenir l'usage de la plateforme pour des personnes sans avoir de nécessité d'authentification. Alors, ça a un écueil, c'est qu'on ne peut pas avoir l'acceptation de partage de données visuelles en licence, comme on le promeut, libre, CC by SA, qui n'est possible que par les utilisateurs authentifiés. Donc, ça nous limite un peu dans les capacités de mise à disposition des données générées par la plateforme, mais c'est aussi le moyen le plus vertueux qu'on ait trouvé pour démocratiser l'accès à l'identification des espèces. Donc les données agrégées, elles sont restituées sous forme de synthèse taxonomique avec des galeries visuelles, des images, des cartes des occurrences, des diagrammes phénologiques qui peuvent être contextualisés en fonction d'une zone donnée sur la version web, des diagrammes altitudinaux qui permettent de voir où se situent les espèces selon différentes variations et gammes altitudinales. Les données générées, elles sont poussées au GBIF depuis 2020, avec donc différents filtres sont appliqués, notamment la qualité de la reconnaissance visuelle, la qualité des images, la précision de la géolocalisation. Et donc, on a poussé 2 jeux de données complémentaires, donc qui sont supérieurs à 10 millions d'occurrences de plantes. Et on a pu constater finalement que grâce à des systèmes mis en place au GBIF, que ces données peuvent être assez largement utilisées par des équipes de recherche à travers le monde, puisque le GBIF a en fait un système de tracking qui permet de voir les publications scientifiques s'appuyant sur des exports de données du GBIF. Et donc, on a près de 400 publications scientifiques qui se sont appuyées sur des données téléchargées, des données PlanteNet téléchargées au GBIF. Depuis une dizaine d'années, donc, on mesure les performances des modèles de reconnaissance visuelle dans le cadre d'une campagne internationale qui s'appelle PlanteClé. Et donc, on a pu mesurer l'évolution des capacités des modèles de reconnaissance avec l'arrivée du deep learning, notamment en 2015. On a mené différentes campagnes d'évaluation, notamment certaines qui visaient à comparer l'expertise humaine à l'expertise machine. Et on s'est rendu compte que les approches automatisées se rapprochaient de plus en plus de l'expertise humaine. Il y a eu un certain nombre de réalisations très contextualisées, donc, où on vise à permettre à des partenaires
d'avoir l'utilisation de l'ensemble des services PlanteNet sur une flore dédiée ou sur une zone géographique dédiée. Donc, ça a été le cas, par exemple, avec le Centre joint de recherche européen, le JRC, qui nous ont sollicité pour mettre en place un micro-projet PlanteNet sur la flore des plantes cultivées européennes. Et donc, où on a comparé comme ça les données qu'ils agrègent et analysent dans le cadre de l'inventaire européen Lucas et les données générées de PlanteNet. Donc, il y a eu une récente publication à ce sujet. On a mis en place des fonctionnalités de groupe pour faciliter donc la collaboration entre utilisateurs de la plateforme. Donc, ici, on illustre l'usage de ce service par un groupe de recherche qui s'intéresse à l'analyse de la flore des paramo en Amérique du Sud. On travaille avec différents partenaires et notamment l'ADEAL sur l'analyse des données collectées à travers PlanteNet pour le suivi des espèces envahissantes, ici illustrées à La Réunion, où donc on met à disposition les données générées par PlanteNet pour le suivi d'espèces supposées ou envahissantes avérées à La Réunion. Donc, on a différents autres partenariats pour l'accès aux données PlanteNet pour certains contextes particuliers. Comme je le disais, pour le service de reconnaissance, il est intégré dans d'autres applications que PlanteNet. Et donc, on en illustre ici un certain nombre, donc des applications françaises ou étrangères, et qui s'intéressent, par exemple, au monitoring des communautés d'insectes en inférant quels sont les insectes potentiellement présents au regard des espèces de plantes présentes. Donc, l'application anglaise eSurveyor permet de recenser des plantes à travers la reconnaissance visuelle PlanteNet intégrée dans l'application. Et comme ceci, elle liste les espèces d'insectes les plus probablement observables au regard de la communauté végétale recensée. Donc, c'est une application à destination de réseaux agricoles anglais. La troisième, ici à droite, développée par Vers de Terre en production, s'intéresse à la caractérisation des sols agricoles par le recensement des espèces végétales qui se trouvent dessus. Et ce recensement, il peut être fait de manière manuelle par un agriculteur ou grâce à la reconnaissance visuelle automatisée activée dans PlanteNet dans cette application. On a eu différentes expérimentations et des retours d'acteurs de partenaires scientifiques sur l'usage des capacités de la reconnaissance visuelle. Et notamment, il y a eu un réseau et une étude qui était pour nous assez originale, puisqu'on ne vise pas à reconnaître des espèces d'insectes dans PlanteNet. Et donc, cette équipe-là, elle s'est intéressée au suivi d'insectes envahissants européens. Elle a récupéré des jeux de données visuelles de ces insectes-là et elle a cherché à connaître la liste des espèces végétales sur lesquelles cet insecte était observé et elle a utilisé le service de reconnaissance PlanteNet pour déterminer les espèces de plantes sur lesquelles il y avait des photos de cet insecte-là. Comme je le disais depuis peu, on met à disposition le modèle embarqué, notamment qu'on expérimente pour le projeter sur des dispositifs autonomes. Donc on travaille avec des équipes de roboticiens, des personnes analysant des données issues de drones pour voir dans quelle mesure en fait ce modèle embarqué peut à terme sortir des téléphones et être exploitable hors du contexte et du schéma qu'on avait défini au départ. Depuis plusieurs années maintenant, on analyse les données collectées, notamment pour limiter leurs biais et pour exploiter ces occurrences dans le développement de modèles de prédiction géographique de distribution pour essayer de, à terme, coupler la reconnaissance visuelle à la prise en compte de la géolocalisation fine des utilisateurs et prendre en compte le type d'habitat dans lequel ils se trouvent, inféré grâce à cette géolocalisation. On a une version bêta d'un service qu'on a co-développé et qui s'appelle GeoPlanteNet et qui permet en une occurrence donnée de connaître la liste des espèces les plus probablement observables et qui s'appuie sur ce type de modèle de reconnaissance. Et à terme, on développe des cartes d'indicateurs, donc ici illustrées par le travail d'un thésard qui a permis d'avoir à l'échelle mondiale, en utilisant des modèles qu'on dit de Deep SDM, donc qui s'appuient sur des réseaux de neurones convolutionnels pour la modélisation de la distribution des espèces, en prenant en compte de gros volumes d'occurrences issus du GBIF, appliqués ici à 14 000 espèces d'orchidées, et en tout point du globe à une résolution du kilomètre, on estime la proportion d'espèces menacées sur l'ensemble des espèces prédites par ce modèle de reconnaissance. Après, on a d'autres contextes visuels sur lesquels on travaille, que ce soit avec des réseaux de chambres d'agriculture pour l'estimation
valeur nutritionnelle de l'eau de graines, comme dans le cadre du projet Carpeso, donc illustré en haut à gauche. L'analyse de survol de canopées forestières avec une collaboration avec l'Université de Sao Paulo pour essayer d'utiliser les capacités de reconnaissance PlanteNet pour les arbres à partir de survol de forêt. On a travaillé sur l'identification d'adventices des cultures dans le cadre d'une ANR, qui était le projet Widelec. On travaille beaucoup avec des réseaux de gestionnaires d'herbiers, notamment pour l'extraction d'informations phénologiques par analyse visuelle automatisée. Et depuis quelques années, on a investi les questions de reconnaissance de pathogènes végétaux. Et dans le cadre du PEPR que je mentionnais, donc Plantes Agroéco, on vise à mettre à disposition à terme, couplés à la reconnaissance d'espèces, des mécanismes de reconnaissance visuelle de pathogènes. Et on vise aussi à progresser sur les capacités de reconnaissance au niveau infraspécifique. Donc, on a une collaboration et des échanges avec l'Institut royal d'horticulture anglaise pour essayer d'avancer sur la reconnaissance des espèces au niveau infraspécifique pour les plantes cultivées. Toujours dans le cadre de ces projets européens, on a fait donc des propositions d'évolution, notamment pour essayer de mieux caractériser des images de communautés végétales, donc illustrées ici par des photos de quadras de végétation. L'idée à terme, c'est de pouvoir inférer à partir d'une image de quadrat des proportions d'espèces visibles sur cette image et pourquoi pas en fonction aussi de leur stade phénologique. Et donc, on mentionne ici 3 des projets européens dans lesquels on est impliqué. Donc, le projet Mambo qui s'intéresse au développement de nouveaux capteurs de caractérisation de la biodiversité pour lesquels on est responsable de tâches et de work package. Le projet Guarden qu'on coordonne, donc qui mobilise 16 partenaires en Europe et en Afrique pour la mise à disposition de plateformes dédiées à la gouvernance des territoires en prenant en compte plus finement des modèles de distribution d'espèces et d'indicateurs spatialisés de caractérisation de la biodiversité. Et le projet B-Cube qui s'appuiera notamment sur des données GBIF pour la modélisation de distribution d'espèces. Ces travaux-là, ils ont mené à des publications scientifiques dans différents domaines, sur différents sujets. Et on vise à les poursuivre avec le réseau de partenaires que j'ai illustré au départ, mais qui sont aussi bien des partenaires associatifs, techniques, scientifiques que territoriaux, avec notamment des collectivités territoriales, qu'il s'agisse de communes, de départements ou de ministères. Merci beaucoup pour votre attention et puis je suis à votre disposition si on a le temps pour quelques questions. Merci Pierre. Donc, merci. Oui, vas-y. Non, mais n'hésitez pas du coup à poser vos questions. Donc, je vous encourage à lever la main si vous voulez poser une question. Comme ça permettra d'éviter qu'il y ait plusieurs personnes qui posent leurs questions en même temps. Pour l'instant, je ne vois pas de main levée. J'espère que je n'ai pas trop accéléré sur la fin, mais je ne voulais pas prendre trop de retard. Ah non, ça va. Vous pouvez boire un petit peu là, parce que... Jean-Michel. Allez, je me lance. En tout cas, merci pour cette présentation très riche et très intéressant. Enfin, il y a plein d'applications. Et non, à un moment donné, vous avez parlé de révision collaborative des données. Et je voulais savoir un petit peu comment ça fonctionnait. Et justement, tout ce côté, du coup, validation, on va dire. Ouais, ça marche. Est-ce que ce sont justement les... voilà, du coup, les utilisateurs peuvent... Ils participent à l'évaluation de la qualité, en fait. Donc, en fonction de une estimation de leur expertise qui est elle-même automatisée. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'espèces qu'ils ont observées et qui ont été validées par d'autres utilisateurs, on infère un niveau d'expertise par profil utilisateur. Donc, un novice a un poids extrêmement faible. Des personnes qui ont contribué sur plusieurs centaines à milliers d'espèces différentes et pour lesquelles leurs observations ont été validées ont des poids très élevés. Et donc, en fait, tout utilisateur de la plateforme peut voter
sur la qualité des images, la qualité de la détermination des observations qui sont partagées sur la plateforme, qui sont rendues publiques. Mais en fonction du poids, on infère donc le niveau de validité de l'observation si elle dépasse un certain seuil au regard de la somme des votants, sachant qu'il faudra un très grand nombre de novices pour compenser un vote d'un expert. Et donc, c'est un mécanisme qu'on a mis en place pour essayer de tirer profit de la diversité des profils qu'il y avait et qu'on révise de manière continue pour minimiser le bruit dans la qualité des données et essayer de faire ressortir au mieux les données de qualité pour le plus grand nombre d'utilisateurs. Parce que c'est vrai qu'il y a des écarts d'expertise qui sont énormes au niveau des profils usagers. Et donc, charge à nous de mettre en place les bons mécanismes, puisque les experts seraient certes ceux disposant de la meilleure position pour pouvoir agir, cependant, leur nombre et disponibilité est très faible comparé aux novices. Donc, il faut trouver un bon équilibre pour faire en sorte qu'il y ait le plus de dynamique positive entre tous ces profils-là. Et après, au-delà de ce mécanisme de filtrage collaboratif, il y a des filtrages automatiques qui sont mis en œuvre quand on vise à externaliser les données issues de la plateforme sur la précision de la géolocalisation, sur l'analyse du type de contenu visuel, c'est-à-dire qu'on a des mécanismes qui nous permettent, sans analyser visuellement, manuellement les images, d'estimer le contenu, les scènes dans lesquelles elles ont été photographiées. Donc, est-ce que c'est des contextes urbains ? Est-ce que c'est des contextes urbains dans lesquels elles ont été photographiées, ces plantes? Est-ce que c'est des contextes de jardin, etc., etc. Et donc, on infère le type de contexte et d'environnement dans lesquels les plantes ont été observées grâce à des systèmes de classification visuelle complémentaires à ceux de la reconnaissance d'espèces. Merci. Eh ben, Benoît, tu as une question? Oui. Du coup, dans le RMT Bioreg, on est très intéressé par les auxiliaires des bioagresseurs des cultures. Donc, on voit qu'il y a des choses qui s'approchent. Enfin, on voit qu'il y a des choses sur les bioagresseurs, voilà, adventices, plutôt maladies. Tu as cité eSurveyor, mais du coup, qui a une application plutôt britannique. En fait, où on en est? Est-ce qu'il y a des projets qui vont éventuellement vers ce lien-là, plantes et auxiliaires? Alors, il y a des projets qui s'intéressent spécifiquement aux espèces envahissantes, animales ou végétales. Donc notamment avec le JRC qui porte cette dynamique-là. Et puis il y a différents acteurs qui mobilisent les capacités de reconnaissance des types de modèles qu'on exploite nous, mais pour des insectes spécifiquement. Donc on travaille avec Naturalis, qui est l'équivalent du Muséum d'histoire naturelle aux Pays-Bas sur ces problématiques dans le cadre des projets Mambo et Guarden. Après, la difficulté pour ces groupes-là, c'est que c'est des contextes visuels plus contraints, avec des organismes très mobiles, très petits, de taille très variable. Donc, ils sont assez difficiles à capturer, pour lesquels il y a peu de données d'apprentissage. Et donc, les dispositifs d'analyse, ils sont, je dirais, aujourd'hui, pas encore au niveau des performances qu'on peut obtenir sur des organismes vivants qui ne se déplacent pas comme les plantes, entre guillemets. Donc des rapprochements se font, mais nous, on n'ira pas sur la couverture de reconnaissance d'animaux. On a décidé de s'arrêter au niveau de la reconnaissance des symptômes issus de pathogènes des cultures. Et je dirais c'est ce pas-là qu'on va entreprendre dans le cadre du PEPR, Plante Agroéco. Dans le cadre duquel on sera intéressé pour tout partenariat et collaboration qui viserait à évaluer les capacités de performance de ces méthodes de reconnaissance de pathogènes, par exemple. Merci. Christophe, tu avais une question ou bien tu viens d'avoir ta réponse? Oui, je viens d'avoir ma réponse en grande partie. Je me demandais si des équivalents existaient sur différents taxons animaux en particulier, pas seulement les insectes, mais bien au-delà, les acariens, les batraciens, les reptiles, etc.
Alors, donc, il y a une plateforme portée par l'Académie des sciences californienne qui s'appelle eNaturalist, qui s'intéresse à tous les règnes euh, et qui intègre un modèle de leur connaissance. Après, leur force, c'est cette généricité. Et un des écueils, c'est justement que leur modèle de classification étant multirègne, il a des niveaux de performance euh, moins avancés pour les espèces végétales. Quoique, comme ils ont beaucoup de données sur la flore d'Amérique du Nord, il a des niveaux de performance très élevés sur ce type de flore-là. Mais donc, il travaille avec une équipe de Cornell sur l'entraînement de modèles dits multirègnes. Et donc, il s'intéresse aux reptiles, aux mammifères, aux oiseaux. Et donc, la plateforme eBird aussi intègre, avec l'application Merlin, un service de reconnaissance d'espèces d'oiseaux par analyse visuelle. Et il y a l'application BirdNet qui s'intéresse à l'identification des oiseaux par analyse acoustique aussi. Merci entre beaucoup. autres. Merci. Alors, j'ai la main pour moi-même, hein, parce que j'ai aussi des questions. Là, j'ai vu vous travailler sur l'identif des espèces sur les quadras, là. Ouais. Ce qui en XP, ce serait super, parce que c'est vraiment chiant à faire. Et ça demande justement une expertise des gens qui font ces notations. Et du coup, ça sera disponible bientôt et gratuitement, c'est ça? Alors, euh, le gratuitement, a priori, oui, puisque c'est des travaux de recherche financés par l'Union européenne, entre autres, et donc on vise à les mettre à disposition au regard de nos capacités gratuitement. Après, on est vraiment dans le début de l'expérimentation de ce type d'approche. Donc, on l'analyse sur différents jeux de données, notamment des jeux de données produits par le Conservatoire botanique national méditerranéen, par des partenaires au Danemark. Donc, on a différents partenariats avec différents jeux de données qui couplent photos de communautés végétales et listes exhaustives des espèces visibles sur ces photos qui nous permettent d'avancer. Mais en fait, la diversité des jeux de données disponibles pour ce type de problème est extrêmement limitée parce qu'il est très dur à produire. Et donc, en termes d'échéance, on est sur on a un projet européen qui a commencé et qui se termine dans 3 ans. Et donc, on a comme objectif de mettre à disposition une première version de ce service-là d'analyse visuelle de carrés de végétation. Et d'ici quelques semaines au sein des projets et quelques mois pour nos réseaux de partenaires, on mettra à disposition un mécanisme qui permet à des personnes intéressées pour le développement de ce type de démarche des interfaces qui leur permettent d'uploader des données. Et donc ça va nous permettre de traiter des contextes visuels qui intéressent ces partenaires potentiels. Donc si vous produisez des données visuelles associées à des relevés taxonomiques propres à certains champs d'expérimentation que vous avez, vous pourriez les intégrer et les uploader sur ce type d'interface qui nous permettrait à nous d'évaluer et de progresser avec nos méthodos sur vos contextes d'intérêt. Ok, parfait. Et du coup, oui, bah, c'était ma question suivante. Donc, et du coup, là, vous nous fournissez un protocole et on vous envoie les photos, en fait, avec la liste des espèces, voilà, c'est ça? il y a vraiment, on a développé une interface qui permet en fait d'uploader une image haute résolution dans sa résolution d'origine, parce que là, on peut plus se permettre de. Ouais. En fait, quand on soumet des images via PlanteNet, elles sont retaillées pour être transportables, parce que si on envoie une image ou 4 images haute résolution depuis le téléphone sur nos serveurs, le temps d'upload tue toute expérience utilisateur, quoi. C'est pas la peine. Donc là, l'idée, c'est que des utilisateurs vont pouvoir, sur les interfaces web, uploader une image de haute résolution d'un carré de végétation et mentionner la liste des espèces présentes sur cette image. Ou alors, ils vont aussi pouvoir produire autant d'observations qu'il y a d'espèces sur cette image HD. Et donc, c'est une interface PlanteNet dédiée. Bon, je pourrais vous la montrer là, mais je ne vais pas prendre le temps qu'il faut et qui est destinée à agréger des données de cette nature-là. Et à terme, on espère pouvoir avoir une interface qui tire profit de ce service
en permettant d'uploader une image haute résolution et de permettre à donc, un utilisateur d'avoir une estimation des espèces présentes. Très bien, merci. Jean-Michel, Ah, voilà, je vous remets mon micro. Ouais, j'ai levé 2 fois la même et je me suis trompé, mais c'est juste pour faire un complément d'info par rapport aux questions de Benoît et de Christophe. C'était pour dire et que en fait dans le cadre du projet CASDAR recherche technologique qui s'appelle Mirage, que Alain connaît puisqu'il est partenaire. On a essayé de développer modestement, mais quand même des réseaux de neurones pour faire de la reconnaissance sur des taxons auxiliaires D'accord. de culture. Donc voilà, avec une vingtaine de taxons à partir d'une base de données une vingtaine de 12 000 images environ. Ça reste très modeste, mais voilà, sur des grands groupes, carabes, araignées, coccinelles, forficules, enfin voilà, des groupes qui intéressent les gens qui travaillent sur la régulation naturelle. Bon, Vous pouvez me redonner le nom du projet? C'est Mirage? Non. oui, ça s'appelle Mirage. Très bien, ça marche. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un projet voilà, qui couple d'une part des caméras à déclenchement Automatique. sélectif, en fait, pour observer vraiment de manière assez macro, en fait, hein, des prédateurs, et de la reconnaissance d'images pour essayer d'identifier les individus qui auraient prédaté. Voilà. Donc ça, c'est juste pour dire qu'il y a aussi des amorces sur le règne, enfin, en Animal. tous les cas, ouais, Ouais, d'accord. animal et des volontés bon, d'aller un petit peu, d'aller un petit peu vers là. Ça Voilà. Et marche. pareil aussi, ça a été fait avec une entreprise privée, quoi, on va dire, hein. Et puis après, juste pour le dire aussi, de manière plus collaborative au niveau de l'Institut technique dans lequel je travaille, au CTIFL, on a commencé aussi à faire la même chose sur les oiseaux, pour faire de la classification automatique de photographie d'oiseaux. Voilà, on a une vingtaine de taxons d'oiseaux et mammifères qui sont identifiables, qui ont été développés un peu sur D'accord, le super. même principe. Ben, par rapport au projet Mambo, c'est quelque chose qui m'intéressera de suivre, puisque c'est vrai qu'il y a des équipes de Naturalis et d'autres partenaires qui développent des méthodos comparables, donc voir comment ça peut être mutualisé Ben oui. pour que le plus grand nombre de personnes possible en tirent profit. Ouais. Merci. Donc je retiens Mirage, projet CASDAR, Mirage. Ben enfin, juste pour dire, voilà, moi j'étais le projet vient juste de terminer, j'étais le porteur du projet, donc D'accord. Ah ben, prendre le contact. très bien. Je me note Merci de beaucoup. vous écrire. Voilà. Merci. Clémentine a une question aussi. Oui, j'avais même 2 questions. Je souhaitais savoir si, parmi les 12% de professionnels qui utilisaient l'application, s'il y avait beaucoup, d'agriculteurs et si c'était un service qui était intégré, par exemple, dans les groupes, des FIFERM, enfin, si c'était beaucoup intégré à votre connaissance? Alors, comme les gens qui créent des comptes les créent pas forcément avec des identifiants qui nous permettent de savoir quelle est leur activité professionnelle, c'est pas évident pour nous. OK. Ce qu'on a vu par contre dans l'inventaire qu'on a fait, c'est que les deux plus gros contextes dans lesquels l'application a été utilisée, c'était les contextes éducatifs et agricoles en termes de gestion des OK. espaces. Donc, on sait que c'est assez largement utilisé. Il y a des réseaux associatifs, de réseaux d'agriculteurs qui sont revenus vers nous pour nous partager des intérêts d'évolution, des retours d'expérience. Donc, on sait que c'est utilisé, mais on a du mal à quantifier la proportion. Par contre, ce qu'on suppose, c'est que le volume est important. Parce que OK. globalement, les volumes d'usage dans l'absolu sont importants. Et comme c'est l'un des principaux usages pro, il est clair que le volume doit être assez conséquent. Ouais. OK. Mais D'accord, ça peut être malheureusement, intéressant, ouais, voilà, d'utiliser, dans j'ai un pas groupe. d'éléments quantifiés à vous partager, quoi. OK et j'avais une deuxième petite question. Est-ce que l'application a permis d'identifier, une nouvelle espèce, je sais pas, en Alors, France, en Europe ou même, ce qu'elle a permis ailleurs? alors, elle ne peut reconnaître que des espèces pour lesquelles on a déjà des données visuelles d'apprentissage, donc que des espèces connues.
L'appli sait dire qu'elle ne sait pas reconnaître des espèces, mais par contre, elle ne peut pas dire c'est une espèce nouvelle pour la science, parce qu'une bonne partie des espèces que l'application ne reconnaît pas encore, c'est parce qu'elle ne dispose pas de données d'apprentissage sur ces espèces-là. Par contre, ce qui a permis de recenser l'espèce, c'était la plateforme, c'était des observations d'espèces de plantes supposées éteintes sur le territoire ou entre guillemets avec des volumes de population extrêmement faibles. Donc, elle a en effet permis de compléter, je dirais, la cartographie de la distribution d'espèces qui sont extrêmement rares. Donc, c'est plutôt encourageant avec justement l'évolution vers un modèle hors ligne qui permettra d'aller, je dirais, prospecter des territoires moins connectés ou moins difficilement connectables. Ok, merci. Merci. Ça permet d'augmenter la biodiversité sans changer les pratiques. C'est merveilleux. Il y a aussi les espèces invasives qui permettent de faire ça. Non, sinon, si j'ai bien compris, donc du coup, PlanteNet, c'est un gros travail pour faire du recensement et de l'identification d'espèces, et vous travaillez après avec des équipes de recherche pour utiliser ces données dans leurs projets. C'est ça. Alors, on les utilise nous-mêmes pour nos projets de recherche et ou Ouais. en partenariat, ou alors, parce que bon, globalement, on est une petite équipe, donc on n'a pas beaucoup de disponibilité dans l'interaction. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition les services d'accès aux données pour que des partenaires qui s'y intéressent puissent le faire soit avec nous si ça nous intéresse vraiment ou s'ils ont vraiment besoin de nous, soit qu'ils puissent le faire de manière autonome. Voilà. Donc, s'il y a des besoins, du coup, c'est vous qu'on contacte. C'est Vous ça? pouvez, ouais, tout à fait. Ou on a une boîte contact où on est plusieurs à le gérer. Donc vous aurez, si l'un de vous souhaite nous contacter, la boîte contact de PlanteNet sera plus proactive puisque D'accord. vous aurez plus de Ouais. personnes qui pourront vous répondre. Et dernière question subsidiaire, il y a une autre grosse base de données, c'est Spipol, Ouais. sur les insectes butineurs. Bon, il n'y a pas une résolution très fine sur l'identification des insectes, mais est-ce que du coup, ils utilisent votre connaissance pour les plantes pour pouvoir faire des interactions trophiques entre insectes et plantes? Alors, ce qui est fait avec Speople, ce qu'on a mis en place, c'est justement, on leur a mis à disposition le service de reconnaissance pour que eux puissent disposer en fait de la fonctionnalité de reconnaissance sur la plateforme Speople. Donc, D'accord. je ne sais pas où ils en sont de l'intégration du service. En tout cas, on avait échangé avec eux pour la mise à disposition de celui-ci, la création du compte. Pendant un temps, ils renvoyaient vers PlanteNet depuis leur plateforme pour la reconnaissance. Mais l'idée à terme, c'est qu'ils intègrent la reconnaissance dans Ouais. leur propre appli pour faciliter le recensement des plantes observées avec les insectes. Ok. Eh bien, je pense qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Merci beaucoup. C'est très intéressant où on voit l'évolution d'un projet sur plusieurs années qui part d'un petit projet, d'un projet national assez ambitieux quand même, et qu'on arrive à quelque chose de mondial et qui marche quand même super bien. Je connais plein de gens qui utilisent PlanteNet sans savoir d'où ça vient, quoi, qui pensent que c'est une appli de leur téléphone Non, et comme n'importe quelle appli, quoi. Eh ben, merci merci en tout beaucoup. cas. Benoît, je te laisse la parole pour introduire la deuxième présentation. Oui, on a pris un petit peu de retard, donc, mais la discussion était très intéressante, donc c'était bien de discuter. Merci Pierre encore. Et donc je laisse la place à Christian et sa présentation. Bonjour, moi je suis un fan de PlanteNet, qui est sur mon téléphone ici. Voilà. Alors moi je vais vous partager une présentation plutôt sur l'acoustique. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est bon pour... Alors nous, on l'a en mode On l'a en mode présentateur. Ouais. Ah, Donc ça doit être l'autre écran qu'il faut partager, je pense. bon, on avait fait un essai tout à l'heure. Alors, est-ce que celui-là c'est bon? Oui, C'est bon. oui, c'est bon. C'est Bon. parfait. Et si je déroule, c'est bon aussi? Ça marche.
Bon, alors, moi je vais vous parler d'acoustique aujourd'hui, mais surtout, on peut aussi repositionner par rapport aux différentes façons d'acquérir la donnée. Là, on a vu avec l'image, avec PlantNet. On peut aussi l'acquérir avec des radars, des microphones, donc ce que j'ai détaillé, mais on peut aussi l'avoir avec des observateurs. Et donc, je vais parler un petit peu d'abord des observateurs. Alors, on va peut-être donner un peu l'impression que je tire à boulet rouge sur les observateurs, mais ce n'est pas l'idée. On va avoir affaire à des observateurs donc, qui vont pouvoir mobiliser leurs yeux, leurs oreilles et leur cerveau. Et ça, on le sait depuis longtemps, hein, depuis au moins une cinquantaine d'années, c'est que les observations faites en termes de détermination, par exemple, de liste d'espèces, par exemple, si c'était pour des listes d'espèces d'oiseaux, elles vont être très différentes. Il y avait une étude dans les années 80 qui montrait qu'en gros, entre deux observateurs, la similitude, enfin, le fait que deux listes d'oiseaux soient identiques, là sur le réseau, elle était 3%. Donc ça veut dire qu'il y a des grosses différences entre observateurs. Par contre, il mettait en conclusion que si on faisait des entraînements conjoints des observateurs, on pouvait arriver à 46% de listes d'oiseaux qui étaient identiques. Donc, ce qui souligne toute l'importance de l'entraînement, de l'expertise des observateurs. Alors ça, c'est chouette, mais en même temps, c'est un problème quand l'objectif, c'est un suivi temporel. Et c'est ce qui a été mis en avant du côté américain, que leur tendance de population incluait un effet apprentissage fort de leurs observateurs et que du coup, ils avaient des tendances de population qui étaient peut-être optimistes à cause de ce biais-là. Alors en France, les collègues du muséum, notamment Frédéric Giguet, ils ont mesuré ça sur le réseau stock français, donc un suivi avec des observateurs ornithologues. Et en moyenne, on a 4,3% d'augmentation entre la première année d'observation du site et la deuxième année, avec des très grosses variations. Des espèces, ça peut monter jusqu'à 15-20% d'augmentation. Il y a un effet d'apprentissage. Ils connaissent leur site, ils savent qu'ils vont avoir cette espèce-là, ils sont déjà préparés, le cerveau, lui, il a bien mémorisé ça et ils sont bien entraînés. Alors, la première solution un peu brutale, ça a été de se dire, il suffit de supprimer la première année de participation. Donc, c'est comme ça qu'a été fait un peu au début, un peu quand il y a eu cette découverte. Et au final, ça marche assez bien. La première année de participation, elle compte pour du beurre, on ne le met pas dans un livre. Bon, ça, c'était pour qu'au moins ça soit pris en compte. Mais maintenant, ils font quelque chose de beaucoup plus raffiné où ils ont modélisé cet effet apprentissage et ils l'ont mis dans les modèles. Donc, la première année, elle est bien inclue dans les analyses. Voilà. L'autre différence avec les observateurs, c'est que leur rayon de détection, il peut être très très variable. Des fois, ça peut passer d'un facteur quasiment 2 en termes de, pour une même espèce, la capacité à détecter une espèce, soit au bruit ou soit à vue, est assez importante. Alors, ça peut être pris en compte dans des modèles, notamment avec toutes les approches de distance sampling. Encore faut-il avoir soit des manips conjointes, soit d'avoir ne serait-ce que des fois l'identité de l'observateur. Hein. C'est d'ailleurs la question qui était posée sur est-ce qu'on a l'identité ou pas de l'observateur pour l'intégrer. Alors, là, je suis sur un tir à boulet rouge sur les observateurs. Je suis moi-même un observateur. Ce qui est le plus important, c'est qu'il faut donc évaluer ces biais, les intégrer dans les protocoles, dans les plans d'échantillonnage et ensuite les intégrer dans un statistique. Donc là, rien de nouveau. Quand maintenant on va faire des sciences participatives qui ont un aspect un peu opportuniste, il y a deux autres biais qui interviennent, qui sont des biais temporels. Il y a plusieurs papiers qui ont mis en évidence ce que nous a montré aussi Pierre, c'est que l'observation n'est pas constante dans la saison, pas constante dans la semaine. Notamment, là, il y avait un article qui montrait que il y avait plus d'observations le week-end. Hein, ça, c'est pas nouveau. Mais quand l'objectif de recherche, c'est de préciser le positionnement médian de la date d'arrivée des premiers oiseaux, c'est un peu, ça rajoute un gros bruit si on a 7 jours 3-4 jours d'intervalle autour. Alors, le biais le principal, finalement, c'est avec ces dimensions un peu opportunistes, c'est les biais spatiaux. Là, ici à droite, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais c'est une carte en Angleterre. Et ce qu'on voit, c'est que la probabilité qu'il y ait une liste d'oiseaux qui soit faite, au final, elle est très structurée spatialement. Là, il y a beaucoup d'Anglais, d'Écossais, là, qui vont se promener plutôt sur le littoral ou en bordure de ville. Près de chez eux ou sur la côte, c'est sympa. Et par contre, dans les terres, notamment par exemple dans du milieu agricole, il y a beaucoup moins d'observations. Alors tout ça, c'est faisable d'intégrer ça dans les analyses, mais ça rajoute des problèmes. Alors je vais en arriver un petit peu plus à essayer
de fin de comparaison avec quand on a recours à un capteur, notamment un capteur acoustique. On pourrait se dire, bah, c'est super, puisque les capteurs, normalement, ils sortent d'usine, donc ils sont tous pareils, il n'y a pas trop d'effets observateurs. Par contre, il faut garder en mémoire qu'on perd quand même deux types de sens. On perd la vue, alors que quand on a un observateur qui est sur le terrain, il utilisait l'oreille et la vue, et surtout, il utilise son cerveau qui marche à plein régime et qui va faire pas mal d'inférences. Et on verra que le capteur acoustique ne le fait pas. Alors, pourquoi l'acoustique? Eh ben, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui vont émettre des sons, notamment pour se reconnaître. Donc, c'est des espèces qui vont communiquer. Alors, je ne sais pas si je peux faire passer. Des fois, ça ne marche pas. Si vous entendez quelque chose? Non. Bon. C'est rare que ce genre de manip marche bien en cours de route. Là, c'était donc le son un peu assourdissant d'un russe polia, donc un petit orthoptère qui stridule énormément. Et la signature acoustique est très facile à reconnaître. Alors évidemment, il n'y a pas que les insectes, il y a les oiseaux, il y a les mammifères qui vont émettre des chants, des communications. Des fois, c'est un peu plus incertain, on ne sait pas trop. Là, il y a un peu il y a eu tout un débat sur est-ce que les harengs qui pètent, c'est la communication ou pas. Donc, leurs vaccins natatoires, ils vont péter et on se demande si c'est ou pas de la communication. Voilà. Donc, il y a aussi des choses qui sont en front de science. Il y a d'autres espèces qui font du bruit, mais pas pour communiquer, mais plutôt pour tuer. Là, on a ici une petite crevette et qui émet une bulle au niveau de sa pince qui fait un son avec un volume de décibels gigantesque et ça va assourdir en fait compte sa proie qui est un peu étourdie. Et puis on a d'autres bestioles en fait compte qui font du bruit parce qu'elles mangent à bouche pleine. C'est le cas par exemple quand on met un microphone sous l'eau, et ben on entend un peu tous les animaux qui grignotent. Hein. Il y a une signature acoustique assez connue de l'oursin avec sa fameuse lanterne d'Aristote. Et quand il broute, en fait, compte, ça s'entend très très bien. Voilà, il n'a pas de vocation à communiquer avec ses congénères, mais ça fait du bruit et on peut reconnaître des espèces. Et puis enfin, il y a les espèces qui, elles, émettent des sons, donc ce sera un peu l'objet de la discussion, pour se repérer dans l'espace et pour repérer leur proie. C'est notamment l'écholocation chez pas mal d'espèces, au final, notamment mammifères marins et puis les chiroptères. Alors, souvent on me dit, mais alors pourquoi c'est si difficile d'identifier les chauves-souris? Parce qu'en France, il y en a à peine 35 et que pour les oiseaux, ça marche apparemment un peu mieux. Eh bien, c'est parce que ce n'est pas des signaux sexuels. C'est-à-dire que quand un petit gomme-mouche, il chante, il est en train de dire, bon, bah moi, je suis un gomme-mouche mâle, je suis très expérimenté, j'ai un bon territoire. Vu la complexité de mon chant cette année, vous voyez que j'ai un peu d'expérience, il va sortir pas mal d'informations. La chauve-souris, quand elle émet des sons, elle a vocation à se dire qu'est-ce qu'il y a autour de moi en termes d'obstacles et de proies. Et elle va faire des signaux qui ont vocation à refléter au mieux cet écho, qui reflète au mieux le paysage. Et évidemment, il y a des fortes pressions et de convergence liées à des lois physiques. Et au final, il y a des signaux qui marchent très très bien et qui vont marcher bien pour toutes les espèces. Donc au final, il n'y a pas de vraie signature acoustique pour les chiroptères. Donc ça, c'est un inconvénient, c'est-à-dire qu'il faut se casser un peu la tête pour faire de la reconnaissance automatique. C'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a moins d'informations. Par contre, il y a un gros avantage, c'est que les chauves-souris, la nuit, quand elles sortent et qu'il fait nuit, elles sont obligées d'émettre des sons pour se repérer. Ce qui fait qu'on n'a pas les problèmes de détection. Un oiseau, s'il fait un chant, il va faire un chant s'il n'est pas dérangé, s'il n'y a pas de prédateurs, s'il fait beau, s'il n'y a pas trop de nuages, etc. Ce qui fait qu'il peut être là sur un site, il ne chante pas, vous ne le détectez pas, alors qu'il est bien présent sur le site. Les chauves-souris, si votre micro détecte, enfin si une chauve-souris passe devant le cône de votre micro, forcément, elle sera détectée. Alors, je vais parler un petit peu maintenant des suivis acoustiques, hein, où on a un capteur et ce qu'on sait, c'est qu'il y a pas mal de résultats qui montrent que ça donne des informations assez comparables avec des suivis standards. Par exemple, pour les oiseaux, on peut faire des captures au filet, des grandes campagnes de capture standardisées au filet. Et on voit que pour documenter la phénologie de passage, ça marche très très bien, on a les mêmes réponses. Et c'est même mieux, notamment il y avait ce papier-là qui montre qu'au final, avec l'acoustique, on détecte même plus tôt les premiers passages. Probablement que là aussi, les premiers oiseaux qui vont passer en migration, ils vont chanter, enfin ils vont émettre des sons qu'on peut détecter.
Par contre, c'est peut-être des individus peut-être plus âgés, plus expérimentés, et qui vont peut-être pas systématiquement s'arrêter sur le site. Et c'est 2-3 jours seulement après que la vague de migration arrivant, on finit par capturer des individus sur les sites. Donc apparemment, l'acoustique marche même un petit peu mieux. Alors, donc il y a plein d'avantages pour les aspects d'acoustique liés avec des capteurs. Le capteur, il est posé sur le site, donc en général, il dérange beaucoup moins qu'un humain. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une forêt, vous avez fait attention, mais le premier à avertir, en général, c'est le G, qui prévient tout le monde que vous êtes rentré dans la forêt. Ensuite, quand vous avez un observateur, c'est difficile de se téléporter pour aller sur le site d'à côté le même jour à la même heure, alors qu'avec des capteurs, si vous en avez plusieurs, vous pouvez les disposer et vous n'avez pas l'effet observateur qui est confondu avec l'heure, la date. Ça veut dire que normalement, le même jour, vous pouvez mettre plusieurs capteurs et l'effet site, l'effet habitat du site par exemple, ou de la pratique, l'usage, n'est pas confondu avec la date ou l'heure qui est besoin de se déplacer quand on est un humain. Ou encore pire, lorsque c'est différents humains, donc il y a un effet observateur qui est confondu avec les sites. Voilà. Donc ça paraît comme ça super intéressant sur ces aspects-là, sur l'aspect standardisation des données. C'est que surtout, si on a archivé ces sons, on peut aussi les réanalyser, chose qu'on ne peut pas faire lorsqu'un observateur vous dit qu'il a compté 3 rouges-gorges et 3 gomme-mouches. On doit lui faire confiance, mais on n'a aucun moyen de revérifier et de revenir en arrière. Alors par contre, il y a des inconvénients. Un des inconvénients, c'est que ça peut coûter cher d'acheter des capteurs. Bon, salarier des gens aussi, ça coûte cher. En tout cas, ce nous disent certaines personnes. Il y a aussi un temps nécessaire pour l'expertise de ces enregistrements. Et donc, il y a bien des inconvénients. Alors, certains des inconvénients sont en train de se lever assez rapidement, notamment les coûts du matériel. Ils ont quasiment été divisés par au moins 50. Ça, c'est notamment lié au fait que les capacités des capacités ont augmenté et du coup, les prix ont diminué, notamment les cartes d'acquisition de son. Pour rappel, pour acquérir du son très aigu, voire des ultrasons, il faut des cartes son qui numérisent très vite. Il faut les cartes qui numérisent, les cartes compactes, elles aussi des vitesses d'acquisition fortes. Et puis en plus, il faut qu'on ait du stockage assez important. Moi, quand j'ai commencé le programme, je parlais tout à l'heure, en 2005, on était sur des compacts flash, ce n'était pas encore des cartes SD, et quand on avait quelques mégaoctets, on était déjà super content. Donc ça a fortement évolué. Par contre, il y a aussi un inconvénient, c'est qu'il y a quasiment une radiation évolutive sur le matériel, c'est-à-dire qu'on a une pléthore de nouveaux matériels, et quand vous devez gérer un réseau d'observateurs, des suivis dans le temps, vous avez ce matériel-là qui est construit, et puis qui n'est plus construit au bout d'un moment, et des nouveaux matériels qui arrivent sur le marché. Donc là, la figure, c'est dans le programme Vigikiro, vous voyez, différents matériels qui apparaissent sur le marché, les observateurs font de l'acquisition, et à chaque fois, ce genre de profil où le matériel va être utilisé pendant quelques années, puis après, il n'est plus utilisé, puis il est remplacé par d'autres matériels. Alors ça, c'est un peu un problème quand ça se structure dans le temps et que ça se structure spatialement. Là, on voit un petit peu le réseau Vigikiro, je vais en parler tout à l'heure. Au début, on n'avait qu'un seul matériel, c'était le SM2 qui était sorti, qui était le premier à sortir. Et puis rapidement, il y a eu d'autres types de matériel, mais vous voyez, en 2017, on a une structure très très forte avec un réseau d'observateurs en point vert, je ne sais pas en 2007 sur la petite carte, vous voyez, avec des batloggers. Et là, on a une structure spatiale très forte sur un type de matériel dans une région donnée. Bon, depuis, le matériel est un peu diffusé et c'est un petit peu plus random, mais ça veut dire qu'en termes d'analyse statistique, il faut aussi se creuser la tête parce que les capteurs n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Alors, il y a un travail à faire sur l'homogénéisation des paramétrages pour les rendre le plus homogènes possible. On fait aussi des tests entre matériels, et après, il y a une dernière couche qui est sur les analyses statistiques, d'essayer de prendre ça au mieux dans les analyses. Face à cette multiplication du matériel et leur accessibilité, il y a la communauté d'utilisateurs qui s'est vraiment qui a vraiment explosé, avec énormément de données publiques, des plateformes comme Xenocanto, des bibliothèques du muséum, énormément d'ouvrages et même des applications comme Burnet. Donc il y a vraiment une communauté qui augmente de manière assez importante. Et puis la dernière barrière, qui était liée au fait de devoir passer de l'expertise et du temps sur l'identification de ces fichiers de son, finalement, elle est en train de tomber avec la reconnaissance automatique. Au final, la dernière chose qui reste un petit peu, c'est que ça reste encore difficile d'estimer
des nombres d'individus ou des densités, donc d'avoir des mesures absolues avec ces systèmes acoustiques. Alors, je vais arriver un petit peu sur les chauves-souris maintenant. Pour les chauves-souris, quand on a lancé le programme Vigikero en 2006, c'était parce qu'on s'apercevait qu'il y avait certaines espèces qui n'étaient pas suivies par les suivis classiques de comptage de colonies de reproduction ou d'hivernage, parce qu'il y avait des espèces qui étaient très difficilement détectables, des toutes petites colonies dans des fissures, sous des toitures, des petits effectifs, et qu'elles passaient un petit peu au travers des suivis réalisés par les associations. Donc, on a proposé un suivi acoustique pour suivre les chauves-souris via des capteurs acoustiques, c'est le programme Vigikero, et qui a ensuite après été décliné par rapport à des communautés d'utilisateurs, que ce soit Viginature École ou, je vous en avais parlé, l'Observatoire agricole de la biodiversité. Alors, à l'origine, en 2006, c'est l'observateur qui va avec un capteur sur le terrain, donc soit avec un circuit routier, soit avec à pied. Et pour ça, on met des systèmes un petit peu de tirage aléatoire de sites de départ ou de tirage aléatoire de carrés pour essayer d'avoir un petit peu de randomisation pour éviter d'avoir finalement des agrégats d'observation dans des habitats particuliers. Et puis en 2014, on est obligé de proposer un autre protocole puisque cette fois-ci, il y a un nouveau matériel qui arrive sur le marché et qui lui est prometteur puisqu'on n'a plus besoin d'être sur le terrain avec, on peut déposer le matériel, c'est le côté acoustique passive, on peut déposer le matériel, le programmer, c'est tout ce qui va être apparu avec les SM2 notamment, et puis après toute une pléthore de matériel. Donc là aussi, on propose des tirages de carrés au hasard et au sein de ces carrés, il y a des points qui sont prédéfinis dans lequel on doit commencer par le premier. Si on veut faire un deuxième point, on va sur le deuxième, ainsi de suite. Mais on peut aussi, les observateurs peuvent aussi choisir un carré et choisir un point. Par contre, on garde en archive les données qui sont issues d'un système random, d'un système qui est de site choisi. Alors le problème que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'on a du mal à faire le lien entre le nombre d'individus, comme si on comptait des individus dans une colonie, et cette mesure d'acoustique, puisqu'une même chauve-souris qui passe sur un micro 10 fois va faire 10 contacts, mais ça peut être une qui a tourné pendant quelques temps et qui a donné 10 contacts, ou 10 individus différents qui sont passés devant le micro. Ça, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de discriminer. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a fait pas mal de petites analyses qui montrent que globalement, les corrélations sont très fortes. Quand on a des mesures absolues, on a des mesures qui sont assez convergentes avec les mesures d'activité, que ce soit en densité spatiale ou que ce soit en phénologie. Là, on avait une phénologie, les petits histogrammes mauves, c'est la phénologie de sortie des gîtes d'individus qui sont équipés avec un transpondeur, et qu'on voit que il y a à peu près 50% des individus qui sortent au bout de 25 minutes, et au bout de 110 minutes, il y a déjà la moitié de la colonie qui est rentrée, de nouveau, et qui a fini de manger. Ça peut être assez rapide pour certaines espèces. Et nous, sur le terrain, donc c'est le graphique du bas, on avait le pic d'activité qui était mesuré sur le terrain, qui était pile poil entre les deux périodes. Donc il y a pas mal d'éléments qui nous permettent de dire que cette mesure très relative d'abondance est probablement corrélée d'une certaine manière à l'abondance absolue. Alors, l'observatoire Vigikero, il avait au départ vocation à documenter les tendances des populations. C'est nécessaire pour tout ce qui va être les taux de vulnérabilité des espèces, et puis après les tendances d'indicateurs nationaux comme ceux qui sont produits à l'ONB. Et puis aussi documenter les variations spatiales, des différentes espèces. Là, c'est les gradients de couleur, c'est des gradients de niveau d'activité, donc d'abondance relative. On peut avoir des espèces qui sont présentes sur tout le territoire, mais par contre avec des foyers beaucoup plus forts par endroit. Enfin, on peut, à partir de ces suivis, mettre en évidence les réponses des espèces ou des communautés face à des pressions. Là, on avait une étude qui avait montré justement l'importance de la pollution lumineuse par rapport à l'imperméabilisation des sols ou par rapport à l'intensification agricole. Et en gros, des effets négatifs, des pentes, des estimés qui sont plutôt très négatifs, même pour des espèces très communes. Alors, on peut aller beaucoup plus fin, on peut aller à l'échelle des parcelles. On avait une étude qui portait sur les pratiques agricoles et à l'échelle de parcelles et des pratiques, on peut mettre en évidence l'effet du labour et des pratiques de contrôle des adventices associés. On peut aussi travailler sur la phénologie. Là, on a une relation qui montre que les chauves-souris sortent de plus en plus tard quand le site est éclairé, que ce soit éclairé naturellement avec la lune ou que ce soit éclairé artificiellement. Et on se chiffre en quelques dizaines de minutes, on va me dire que ce n'est pas grand-chose, mais vous voyez tout à l'heure,
dans le graphique que je vous montrais, c'était qu'en 1h30, la moitié des individus avaient fini de manger. Pourquoi? Parce que c'était sans doute très lié à une phénologie nocturne de proie, de ressources, qui ne sont pas constantes dans la nuit. Et on voit qu'ici, on peut perturber l'activité, qui a sans doute peut-être des conséquences sur leur fitness. Ça, c'est pas encore, ça reste à poursuivre. Et on peut aussi mesurer la réponse de mesures de protection. Là, c'était par exemple le réseau de Natura 2000. On voit qu'à surface équivalente, Natura 2000 a plutôt un effet positif à habitat et surface, évidemment à comparaison d'habitats comparables. On ne va pas comparer des forêts Natura 2000 avec des champs de betteraves. On a un effet positif, mais on voit que cet effet il est relativement modeste par rapport à des effets négatifs, comme par exemple les grandes cultures. Alors ma question maintenant, c'était pourquoi utiliser la reconnaissance automatique? Parce qu'au début, quand on a lancé le programme en 2006, c'était les observateurs qui étaient formés, qui faisaient des stages, qui identifiaient eux-mêmes leurs fichiers de son et qui nous envoyaient les fichiers de son et on s'engageait à déterminer leurs fichiers de son. Ça, au final, on a pu tenir nos engagements que jusqu'en 2009, puisqu'il y a eu tellement de participation qu'on n'était plus en mesure, on était à 2 collègues, enfin, Yves et moi, Jean-François et moi, et on ne pouvait plus redéterminer tout à la main. C'était juste pas possible. Donc, on a réfléchi à la reconnaissance automatique. Et ça s'est accéléré avec 2014, l'arrivée des systèmes acoustiques où au lieu d'enregistrer quelques minutes la nuit sur le terrain, on pouvait laisser l'enregistreur tourner toute une nuit et enregistrer non plus quelques minutes, mais plutôt des heures. Et comme on pouvait le programmer, c'était même des semaines qui pouvaient tourner. Donc rapidement, on a eu une inflation sur les. Là, je n'ai même plus mis le graphique parce qu'on ne verrait plus le petit suivi du début du programme. Donc on a une inflation énorme et on était obligé de passer par la reconnaissance automatique. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que les observateurs, quand ils apprennent, que ce soit sur le terrain pour les oiseaux en acoustique ou que ce soit devant des machines à étudier leur sonogramme, les naturalistes, ils vont forcément augmenter en compétences. Ça pose un problème quand l'objectif, c'est justement du suivi temporel. Voilà. Là, si on utilise une reconnaissance machine, l'avantage, c'est que la reconnaissance machine, elle va être homogène sur toute on reprend un algorithme avec un taux, un certain niveau et on peut faire passer en revue l'ensemble du jeu de données et on a le même niveau de performance sur l'ensemble du jeu de données. Donc même s'il n'est pas parfait, il est au moins homogène. Quand on réanalyse les données, on peut réaborder des nouvelles questions, ce qui était évoqué dans la présentation précédente. Là, par exemple, on a pu réanalyser tous les orthoptères, ce n'était pas l'objectif du programme, mais comme tous les fichiers ont été archivés, on a pu documenter les phénologies et les tendances temporelles des orthoptères au niveau national. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Eh bien, il y a plein de nouvelles applications qui sont sorties, notamment BirdNet. Je devais vous en parler un peu plus que ça. Et au final, depuis 2-3 jours, je suis submergé par la littérature qui est sortie sur BirdNet depuis 2 ans. Je n'étais pas tenu à jour et j'ai été noyé dedans. Il y a vraiment, ça s'est passé du côté amateur en ITO à vraiment, vraiment de l'utilisation du côté des scientifiques, des écologues. Et la littérature est devenue très abondante. Donc j'étais un peu noyé et je ne vais pas plus vous en parler que ça, sinon que ça marche très bien. Ça marche évidemment mieux aux États-Unis qu'en Europe, mais les progrès sont assez fulgurants. Je vais juste vous parler de Vigikiro, que je connais mieux. Donc comment ça marche? Eh bien, d'abord, il faut détecter un événement sonore. Quand est-ce que on pense que c'est un événement sonore biologique que du bruit de fond. Donc il y a déjà toute cette problématique de détecter des événements. Ensuite, dans ces événements, c'est de réussir à extraire des paramètres. Donc actuellement, on en extrait à peu près 271 paramètres, des fréquences, des pentes, etc. Et ensuite, on va comparer ça avec une base de référence. Voilà. Et on va proposer des espèces. Les observateurs peuvent aussi utiliser le logiciel qu'on a développé pour étiqueter des fichiers de son. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, on va augmenter aussi la base de référence. Alors, soit ils le font à avis d'experts, c'est-à-dire qu'ils ont fait une manip à part, et puis ils disent ça, cette espèce-là, je sais ce que c'est. Mais soit c'est quand ils ont eux-mêmes fait leurs enregistrements pour le cas du projet Vigikiro, et qui peuvent venir dire si la machine s'est trompée ou pas, s'ils ont trouvé l'identification, etc. Donc on augmente la base de référence. Jusqu'à il y a 2-3 ans, on s'était engagé à repasser derrière toutes les identifications expertes
des observateurs. Je crois que ça a été abandonné. Et on n'a pas encore mis, comme PlantNet ou le Speople, un système pour un peu, je dirais, noter les observateurs, c'est-à-dire de donner du poids sur les identifications, lequel on a plus confiance dans une identification qu'un autre. Ça, on n'a pas encore mis en place. Ça reste à faire. Et donc, le principe, c'est qu'un observateur, dans le cas de protocole Vigikiro, il va faire un enregistrement standardisé avec des paramètres préconisés. Il va déposer ça sur la plateforme. Les sons sont archivés de manière pérenne via un système bancarisé au CNRS. Et ensuite, on va restituer à l'observateur une liste des espèces avec l'activité, le nombre de contacts qu'il y a eu. Et il y a après plusieurs petits outils où il peut faire des comparaisons avec des référentiels nationaux, régionaux, etc. pour voir si son activité elle est plus forte ou moins forte que d'autres sites. Et il peut aussi checker lui-même les observations et dire s'il est d'accord ou pas. Alors par contre, il y a aussi toute une littérature assez importante qui énonce que c'est un vrai problème, qu'il faut faire vraiment super attention, que c'est même dangereux la reconnaissance automatique. Et on pourrait dire, mais pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a des erreurs. Mais j'ai envie de dire, oui, il faut en tenir compte dans les analyses statistiques. Par contre, l'avantage, c'est que cette erreur-là, elle est documentée, alors que les taux d'erreur des observateurs sur le terrain, moi quand je vais sur le terrain, je suis incapable de dire si, lorsque j'entends une fauvette, j'ai un indice de confiance de 0,8 ou de 0,9, ça sera binaire, parce que je pense que c'est une fauvette, tête noire ou pas. Donc, l'avantage des algorithmes de reconnaissance automatique, c'est de fournir un taux d'erreur et qu'on peut utiliser. Alors là, je vais vous montrer un peu l'exemple comment on l'a utilisé. On a fait tourner la reconnaissance automatique sur des fichiers de son, et puis on a comparé ça avec des experts pour lesquels on a considéré qu'il n'y avait pas de remise en cause, ils étaient sûrs. On a donc pu effectivement identifier quel taux d'erreur avait, par exemple, l'algorithme sur telle ou telle espèce. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que l'indice de confiance qu'il sortait était assez bien corrélé au succès ou l'erreur d'identification. C'est-à-dire que tous les indices de confiance qui sont très forts correspondent à des bonnes identifications, et tout ce qui est des identifications mauvaises, d'après les experts, sont sur des indices de confiance assez faibles. Et là-dessus, on a travaillé à modéliser pour finalement maintenant produire une vraie probabilité, non pas simplement un score un peu relatif, mais une vraie probabilité d'erreur de l'identification. Et surtout, on a donné aussi des consignes pour nos observateurs, c'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux éliminer une partie des mauvaises identifications d'un point de vue un peu statistique, sans repasser derrière toutes les identifications, hein, mais d'un point de vue un petit peu comme ça, grossière, au risque de perdre des bonnes identifications, c'est un peu ce trade-off. Ce qu'on peut dire, c'est par exemple, on peut vouloir supprimer 50% des mauvaises identifications, et ça va nous permettre de perdre très peu de bonnes identifications. Ou à l'inverse, si par exemple je veux vraiment une liste, vous voyez, très 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 fine, très peu d'erreurs, je peux très bien dire que je veux aucune erreur, et donc aller jusqu'à une probabilité très forte. Voilà. Alors, on peut aller au... Je sais pas s'il me reste encore quelques minutes. Non, je vais peut-être dépasser, je sais pas. Il me reste 2 minutes. On peut aller au-delà de l'identification des espèces. Notamment, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut mesurer la durée des séquences. Une bête qui va passer devant le capteur, en moyenne, elle va durer un certain temps avant qu'elle ne soit plus captée par le capteur. Et ça permet de calculer des distances de détection. Ça peut être utile quand on a des métriques de communauté. Vous voyez, si je veux faire des calculs de communauté et que mes espèces ne sont pas toutes détectables de la même façon, c'est pas évident de leur donner du poids. Et là, on peut donner un poids par rapport à leur détectabilité. Et ça, on peut le mesurer avec la durée des séquences. Et au sein d'une même espèce, donc non plus des mesures de communauté, mais au sein d'une même espèce, ce qu'on sait, c'est que si on a un comportement d'alimentation, l'espèce vole plus lentement, elle a un vol vraiment tortillé, très sinueux, et donc elle va rester plus longtemps dans le cône de détection du micro. À l'inverse, si une espèce fait que passer très rapidement, parce que le site ne l'intéresse pas pour la chasse, mais elle a juste besoin de passer d'un point A à un point B, elle va avoir un vol plus rapide, plus direct, et donc la durée des séquences va être beaucoup plus courte. Donc ça, c'était intéressant parce qu'on peut essayer de voir aussi si sur un site, on a plutôt une activité qui a une dominante alimentaire ou plutôt juste du passage. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qu'on voit, c'est que c'est assez bien corrélé avec la phénologie dans la nuit, avec en début de nuit des séquences courtes. Les individus quittent les sites de reproduction pour aller sur les sites d'alimentation. Puis une fois qu'ils sont arrivés sur le site d'alimentation, la durée est beaucoup plus longue.
Je vais passer ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser ça comme outil pour mesurer a posteriori l'usure des micros. Parce qu'on a nos espèces standards, notamment la pipistrelle commune, qui est présente quasiment dans tous les sites français qu'on peut trouver, enfin quasiment tous. Et on connaît un peu, je dirais, le maître étalon de la durée moyenne d'une séquence de pipistrelles. Et on l'utilise pour détecter les micros défaillants dans la base de données, c'est-à-dire des micros pour lesquels la durée de séquence est inférieure, 70% des contacts sont inférieurs à 4,3 secondes. Ça nous alerte qu'il y a un problème, sans doute. Et ça nous permet de voir l'usure du micro. Donc, on peut aussi voir l'usure du micro dans le temps. Alors, ce n'est pas linéaire, souvent c'est par palier. Donc, on peut détecter et du coup, aussi prendre en considération dans les analyses, soit être plus prudent et éliminer complètement les jeux de données, soit pondérer fortement ces données. Donc, ça, c'est assez utile. On peut avoir une mesure a posteriori des micros parce que dans ce type de réseau d'observateurs, même si on met en place des petits outils pour qu'ils mesurent la qualité de leur micro, ils vont pas le faire à chaque fois qu'ils vont faire des manips sur le terrain. Ils peuvent le faire un peu en début de saison, peut-être en milieu de saison, mais ils vont pas le faire chaque nuit. Chaque fois qu'ils l'utilisent, ils ne le font pas. Ce qui fait que là, on a une mesure un petit peu de sécurité qui est assez utile. Ensuite, on peut utiliser l'acoustique pour vraiment mesurer les individus. On a montré qu'il y avait une relation entre la taille des individus, notamment avec des bases de données de mesure d'avant-bras, vraiment de mesure physique, de longueur de l'avant-bras des individus, et la fréquence. En gros, pour faire simple, plus les individus sont gros, je parle d'une même espèce, au sein d'une même espèce, plus les individus sont gros, plus leurs cordes vocales sont grandes, plus les cordes vocales sont grandes, plus ils ont un son grave, et au contraire, plus ils sont petits, plus ils ont un son aigu. Et en France, on a un gradient nord-sud qui est déjà suffisant pour le détecter. Alors, on peut détecter la taille des individus, mais ça peut être aussi intéressant parce que souvent, ça ségrège mâles et femelles. Et on sait que les femelles, en période de reproduction, vont avoir une très très forte sélection sur la qualité des habitats que n'ont pas les mâles. En gros, elles chassent les mâles, sans doute. Donc, ça peut être des mesures assez intéressantes. Vous voyez qu'on n'a pas que l'identification de l'espèce et une quantification, mais on peut aller un petit peu plus loin sur le comportement ou même sur une mesure un peu indirecte des espèces. Je vais passer, pour finir, je pense que c'est la dernière diapo. Quand on a plusieurs micros, on peut aussi faire de la trajectographie en mesurant le temps entre le temps d'arrivée d'un même signal. Et c'est ce qu'on est en train de développer pour être capable de, cette fois-ci, positionner en 3D les espèces. Voilà, désolé, j'étais un petit peu long. C'était peut-être pas très, très bien structuré, ma présentation. Hop. Merci Christian. Si, c'était très intéressant. On voit bien toute la diversité. C'est un champ qu'on connaît moins que l'image, mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne. Donc, c'est très intéressant. Voilà, on peut laisser la place du coup à la discussion. Allez, je vais poser la première question pour lancer les autres, les autres participants. Donc là, sur le son, on a vu oiseaux, chauve-souris, criquet. Criquet, sauterelle, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres bestioles qui sont en cours ou qu'on peut suivre par le son ou qui sont en cours d'étude? Alors, nous, ce qu'on a développé, je parlais que la partie terrestre. Sur la partie terrestre, ce qu'on a développé, on commence à travailler aussi sur les oiseaux, notamment les oiseaux nocturnes et notamment aussi des cris de migration nocturne, ce que fait pas très bien BirdNet pour l'instant. BirdNet était entraîné sur plutôt des chants. Le chant a la particularité d'être très très informatif. Donc on travaille pas mal sur les cris, notamment les cris en migration nocturne. Pour les insectes, c'est surtout les sauterelles et les grillons. Et les criquets, comme ils stridulent surtout de jour et qu'on avait surtout des enchaînements nous de nuit, on n'a pas trop travaillé sur ces espèces-là, mais c'est évidemment faisable. Et comme c'est aussi une stridulation comportement reproducteur, il n'y a pas de souci pour avoir l'espoir de les déterminer correctement. Mais nous, on ne le fait pas actuellement. Sinon, il y a pas mal d'espèces qui font aussi du bruit, notamment des punaises, les vers luisants. Il y a des papillons qui tympanent aussi, des papillons qui émettent des sons. C'est souvent des sons pour brouiller. Vous voyez, c'est carrément la guerre évolutive entre les espèces, mais il y a des espèces de papillons qui entendent des chauves-souris arriver et qui vont émettre des sons pour brouiller finalement l'écho des chauves-souris.
Et donc, il y a aussi des papillons qui émettent du bruit. Il y a les cigales qui émettent aussi du bruit pour lesquels, ça c'est mon collègue du muséum Jérôme Sueur qui travaille beaucoup sur les cigales. Il y a d'ailleurs des espèces de cigales qui ont d'abord été décrites d'un point de vue acoustique avant d'être trouvées. Il y a aussi les micro-mammifères. Ça c'est vraiment très intéressant parce qu'ils sont très durs à suivre. Les micro-mammifères, notamment pour l'instant, bon alors les rats ça marche très bien parce qu'il y a tellement de bases de référence sur les rats en labo qu'on a réussi à bien les documenter. Donc dans les enregistrements Vigikiro, on peut détecter les rats. On détecte les musaraignes. Alors là le problème c'est qu'il y a très 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 peu de bases de référence des musaraignes. Ça c'est vraiment un peu le problème. Mais il y a vraiment un potentiel pour tout ce qui est notamment. Alors pour tout ce qui est campagnol, ça, il faudrait demander plutôt à mon collègue Yves s'il a un peu creusé la question. Mais les musaraignes, ça marche bien. Pour l'instant, c'est musaraignes SP, hein, mais c'est assez intéressant parce que c'est un groupe qui passe un petit peu au travers des différents types d'observatoires. Il passe un peu à la trappe. Alors pourtant, c'est quand même un groupe super intéressant, insectivore. Qu'est-ce qu'il y a encore qui fait du bruit Oui, alors après, des fois, dans nos bases de référence, on a insecte SP1, insecte SP2, insecte SP3. On a bien une signature acoustique de l'espèce qui nous paraît bien revenir. Ça nous semble bien cohérent, mais on n'a pas encore trouvé qui le faisait. Donc ça, c'est aussi c'est à découvrir. Ok, merci. Pour info, mon collègue qui imite très bien les poussins, et ben Burnett, il se trompe pas, il dit humain en résultat. Jean-Michel? Je voulais dire, je crois qu'il y a les batraciens aussi. Il y a des Oui. gens qui travaillent. Évidemment, oui, évidemment, j'ai oublié les batraciens. Oui, on a tous les anoirs hein, qui font des bonnes vocalisations, qui sont faciles à identifier et on les a dans la base, en tout cas Vigikiro, parce qu'ils chantent la nuit, donc, la plupart du temps. Donc, oui, effectivement. Pardon, je voulais poser une question du coup aussi. Là, vous avez parlé de mesures, enfin de corrélation entre les mesures relatives et plus absolues là, d'abondance. Enfin, c'est une corrélation entre les minutes positives qu'on peut calculer là, d'activité et une abondance d'individus en fait, c'est ça? Oui. Alors pour l'instant, on est en train de réfléchir à essayer de réussir à passer de cette mesure alors relative qui serait un nombre de contacts à un nombre d'individus. On pense qu'on peut essayer de le faire à l'échelle nationale avec des corrélations sur les densités connues sur certains secteurs, parce qu'il y a des colonies de reproduction qui sont connues. Mais pour l'instant, ce qu'on a juste été capable de faire, c'est montrer qu'il y avait une corrélation. C'est-à-dire qu'en gros, la corrélation, elle a ses bornes. Mais par contre, on n'a pas encore, je dirais, la bonne abac, la bonne façon de transposer ce qui serait une activité en un nombre d'individus. Probablement qu'on pourrait le faire à des échelles macro, régionales, nationales. Probablement que ça semble un peu illusoire de le faire alors, dans un futur proche à une échelle du site, de savoir combien il y a d'individus. Parce que là, il faudrait être capable d'avoir une signature individuelle pour l'instant qu'on n'a pas. Mais pour l'instant, il y a la perspective dans un futur proche d'avoir des corrélations à une échelle un peu régionale, nationale. Et puis, par contre, ce qui marche bien, c'est que quand on a des zones où il y a des fortes densités connues par de la reproduction, globalement, on a aussi des fortes activités. Quand on a des passages au cours de la nuit qui sont documentés, où les individus sont actifs la nuit, c'est aussi là qu'on a les enregistrements. Enfin, tout converge pour montrer que cette mesure-là, elle semble être assez corrélée avec une mesure plus absolue, même si on n'a pas la relation qu'il y a entre les deux. Merci. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Mais voilà. Oui, ça va. Très bien. Et je peux me permettre, du coup, il y a aussi une autre question, parce qu'il y a plusieurs aussi logiciels de reconnaissance, en fait. Et est-ce qu'on peut quand même faire pas mal de liens entre ces différents outils, enfin de liens, on peut, Alors, voilà, je entre pense Sonokero et Tadarida, pour être clair, est-ce oui. qu'on a quand même, me semblerait, pas mal de points communs, ou en tous les cas, on peut mettre, est-ce qu'il y a possibilité finalement d'agréger les données, quoi, aussi? Alors là, je vais être un petit peu plus. À titre d'utilisateur, je préfère utiliser qu'un seul logiciel. Donc, dans le passé, j'ai utilisé Sonokero parce que c'était aussi quelque chose sur lequel on avait été impliqué sur le développement. Maintenant, on n'utilise plus que Tadarida, le logiciel qu'on a développé. Je pense que je ne vois pas trop l'intérêt de mixer les deux. Je pense qu'il vaut mieux prendre l'un ou l'autre.
On n'a jamais fait de test pour savoir lequel était le meilleur. J'ai envie de dire, ça ne nous intéresse pas trop. Nous, actuellement, dans Tanarida, pour l'instant, c'est juste une reconnaissance qui est basée sur une vectorisation du signal acoustique à partir d'un sonogramme. L'idée, c'est qu'il y a un développement, pour l'instant, qui est en phase de test, mais qui n'est pas intégré dans Tanarida. C'est une reconnaissance à partir d'images, et plutôt avec du deep learning, un peu réseaux neuronaux, et de mettre un peu les deux en même temps. Ça, c'est le futur. Je pense que ce qui est important de voir, c'est que de toute manière, les logiciels vont avoir un taux d'erreur qui est lié soit à l'algorithme qui est utilisé, parce que c'est des algorithmes performants, pas performants, mais c'est surtout la base de référence qui est mise à disposition. Pour notre part, nous, Tanarida, on a publié les scripts, enfin, le logiciel a fait l'objet d'une publication. Moi, j'aurais tendance à préconiser, si c'était vraiment, s'il y avait des logiciels qui étaient vraiment archi nuls et d'autres archi super bien, ça se saurait très, l'information serait déjà très publique à mon avis. Nous, on est satisfait de Tanarida et en tout cas, je déconseillerais d'utiliser un mix des deux, puisqu'on crée en fait compte un bruit supplémentaire. Alors que c'est plus simple de tout refaire tourner par un seul algorithme. Merci. Actuellement, je ne suis pas au courant du développement qui est fait sur Sonokiro. Je ne sais pas s'il y a encore du développement sur la base de référence, sur les algorithmes, je ne sais pas du tout. Donc, je peux pas. De toute façon, je n'ai pas vocation à donner un avis sur un logiciel commercial. Voilà. Benoît? Oui, Christian, peut-être discuter un petit peu sur le lien à la régulation biologique potentielle des bioagresseurs. Donc, on voit qu'il y a des capacités à identifier des espèces, mais aussi des questions sur les individus, sur les comportements de chasse. Enfin, on en a déjà discuté un petit peu entre nous, mais voilà, je voulais avoir ton point de vue sur les possibilités d'aller vers une quantification de la contribution potentielle des chauves-souris à la régulation biologique à partir d'enregistrements. Oui. Alors, il y a quelque chose qui est juste en train de développer là. C'est qu'il y a un comportement qui est vraiment super intéressant, c'est le buzz. C'est-à-dire, c'est une écolocation particulière. Lorsque la chauve-souris est sur le point d'attraper la proie, il lui faut un maximum d'informations pour connaître la trajectoire de l'insecte qui a probablement entendu la chauve-souris qui est en train de faire une manœuvre d'évitement. Donc la chauve-souris fait un signal vraiment caractéristique qui ressemble, alors toutes les espèces, il y a une convergence physique, des lois de la physique qui est énorme, donc tout le monde fait à peu près le même signal. C'est dur donc de savoir si c'est un buzz, une pipistrelle, telle ou telle espèce, mais en tout cas, on sait que c'est un buzz. Et en plus, il y a une contrainte physiologique, c'est que les séquences ne peuvent pas aller plus vite que la capacité du muscle strié à se contracter, se décontracter. Donc, on arrive vraiment sur des convergences à la fois de contraintes biologiques, physiologiques et de contraintes physiques. Mais il y a ce buzz-là qui est vraiment une signature acoustique d'une tentative de capture d'une proie. Ça veut dire que la chauve-souris, elle est engagée dans une reconnaissance, elle est probablement à quelques centimètres de la proie. Donc, c'est vraiment une signature, même si on ne sait pas si elle a vraiment mangé, si elle a réussi à l'avoir ou pas, mais c'est vraiment une signature liée à l'alimentation. Donc ça, c'est quelque chose de très encourageant, parce qu'on sait bien reconnaître ce signal-là. Ce qui était problématique jusqu'à il y a quelques temps, c'est que ces événements-là sont relativement rares. Et quand on a des petits jeux de données, souvent, on manque de puissance statistique pour mettre en évidence, et on a déjà essayé de le faire, pour voir par exemple, je ne sais pas si on étudie une trentaine de parcelles, de voir s'il y a des différences de pratique, des choses comme ça. En utilisant cette métrique-là, on est souvent en limite de puissance parce que c'est des événements, d'un point de vue statistique, il y a quand même beaucoup de zéros, ou c'est pas ça, et voilà. Et là, on a développé quelque chose qui est mieux, qui est une probabilité d'avoir un buzz. Et là, l'avantage, c'est qu'on a une métrique continue qu'on peut traiter beaucoup mieux. Et ça c'est un collègue, là, Kevin, là, qui a travaillé dessus là, un petit peu avec Charlotte, là, et c'est très encourageant. Donc peut-être que là, c'est pas le nombre de buzz, mais c'est la probabilité que le buzz apparaisse, puisqu'il va y avoir une amorce avant de préparer le buzz. Donc il y a peut-être quelque chose à faire qui, en plus des durées des séquences, qui peut informer sur est-ce que l'individu qui est présent sur le site, il est vraiment dans une attitude alimentaire. Donc on peut aller vers des métriques qui vont sans doute être beaucoup plus près de la régulation. Alors évidemment, la régulation, il y a la quantité d'événements, et puis est-ce que ça a un impact ou pas, il y a toute la problématique derrière, mais en tout cas,
on s'achemine vers en tout cas des mesures plus précises de la fonction d'alimentation. En combinaison peut-être aussi avec les compositions spécifiques, quoi. J'imagine Oui. qu'il y a certaines espèces qui sont plus impliquées que d'autres. Oui. Pareil, le régime alimentaire, là aussi, quand on s'est bien documenté, il y a une base de données traits des chauves-souris européennes qui vient d'être publiée là, menée par notre collègue Jérémy là. On connaît aussi maintenant, c'est assez documenté, le régime alimentaire des chauves-souris. Enfin, dans cette base de traits, on peut les retrouver et on peut savoir aussi quelle est la composition d'insectes qui sont ciblés par les différentes espèces. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut, du coup, pour prolonger, est-ce qu'on peut imaginer que dans 5 à 10 ans, soyons fous, hein, on mette au milieu d'un champ une petite boîte avec un micro et que cette petite boîte enregistre l'environnement sonore, mais pas ciblé sur une bestiole, l'environnement sonore en général, et qu'elle nous dise, qu'elle nous donne des indicateurs, par exemple sur la qualité de l'environnement, ou est-ce qu'on est sur un environnement dégradé, un environnement qui se rapproche plus d'un habitat naturel de bonne qualité. Est-ce qu'on entend plutôt des bestioles qui vont pas être gentilles pour l'agriculture ou plutôt des bestioles qui vont être sympas? Enfin, est-ce que on peut imaginer que des outils comme ça arrivent? Alors là, il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est lié à la capsule, au capteur. Il faut pour ça avoir des capteurs qui enregistrent une très grande gamme de fréquences. Donc plus la gamme de fréquences est très grande, un capteur qui peut avoir des sons très graves dans l'audible jusqu'à des sons très très aigus, en général ça coûte un peu plus cher. Mais l'Audiomos, par exemple, le petit appareil qui est à 80 $, là, l'Audiomos, il le fait très très bien. Nous, on travaille avec ce type de matériel, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir différents capteurs. Il va enregistrer des sons audibles, donc des oiseaux, jusqu'aux chauves-souris. Donc on a déjà toute la gamme de la communauté qui est enregistrée. Ce qu'on n'avait pas avec des capteurs un petit peu plus anciens qui travaillaient vraiment dans la gamme, qui optimisait la gamme dans les ultrasons. Donc évidemment, c'est toujours un trade-off, hein. Les Audiomos, les puristes acousticiens, ils trouvent que c'est vraiment un son qui est pas très bon. Voilà, je vais essayer de trouver un terme qui est pas très bon. Mais en même temps, la grande qualité, c'est d'avoir toute la fréquence assez importante en termes biologiques. Donc ça, déjà, c'est lié au capteur. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on archive dans le son. Jusqu'à présent, nous, dans Viviciro, on archive définitivement les événements sonores. C'est-à-dire quand est-ce qu'on considère qu'il y a eu un événement sonore qui dépasse un peu le bruit de fond, qui pourrait être du vent, etc. Alors même des fois, le vent, la pluie font aussi des événements sonores, mais en gros, on ne va pas enregistrer du vide, enfin du vide, du silence. Alors, le silence parfait, il n'y en a pas, mais en tout cas, on essaie d'archiver, parce que ça prend beaucoup de place, on essaie d'archiver plutôt des événements. Voilà. Donc dans ces événements-là, il y a des chauves-souris, mais il y a des oiseaux, il y a des batraciens, il y a des musaraignes, enfin, il y a tout le monde. Donc, il y a donc aussi qu'est-ce qu'on archive, hein. Ça c'est déjà le point numéro 2. Nous, on essaie d'être le plus exhaustif possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, certains observatoires sont assez restrictifs. Nous, on essaie d'être le plus exhaustif possible. Et ensuite vient un petit peu quel type de mesures on fait dessus. Soit on a des approches de communauté en termes de liste des espèces, et là on se heurte à des groupes taxonomiques qui ne sont pas bien décrits. Par exemple, si on voulait étudier, intégrer par exemple les musaraignes, pour l'instant c'est pas bien étudié. Et pour terminer, c'est des métriques qui peuvent être autrement des métriques un peu plus globales de ce qu'on appelle le soundscape, c'est-à-dire qu'on mesure l'hétérogénéité qui est dans le signal, des signatures d'hétérogénéité qui sont liées à des bruits anthropiques, des signatures qui sont plus biologiques, et on peut avoir finalement une mesure globale qu'il faut après ensuite, je dirais, faire une ABAC avec quand est-ce qu'on considère que c'est de bonne qualité, pas bonne qualité, ou il y a des enjeux de biodiversité ou pas. Enfin, après, il faut corréler ça. Mais il y a aussi ces solutions plutôt de mesures acoustiques, donc c'est des indices de diversité acoustique, où on n'est pas sur une diversité des espèces, mais sur une diversité du signal acoustique. Ça, c'est ce qui a été développé aussi pas mal par notre collègue Jérôme Sueur. On a fait un peu travaillé sur ces métriques, mais nous, c'est vrai qu'on préfère un peu plus aller vers les espèces. C'est un peu plus notre domaine de compétences, donc on travaille un petit peu là-dessus. Et après, la dernière question, c'est est-ce qu'on aura des capteurs qui vont tout faire en interne et produire, je dirais, un produit. Ça, c'est sûr que dans 10 ans, ça va le faire. J'ai des collègues Yves là, qui travaillent notamment sur un projet de partenariat avec Veolia pour plutôt des capteurs en milieu urbain. Donc c'est sûr que ça va arriver.
Moi, personnellement, je suis un peu déformé par l'établissement dans lequel je suis, le muséum, donc on a tendance à faire des collections. J'ai tendance à vouloir garder le fichier de son et pas forcément avoir un traitement qui me dit quelles sont les espèces, mais j'ai envie de garder le fichier de son. Je suis aussi partie de cette génération qui ont connu des espèces qui ont été décrites d'un point de vue acoustique pour les chauves-souris. Hein. La pipistrelle pygmée a été décrite d'abord en acoustique avant d'être décrite en génétique. Donc, il y a beaucoup de choses encore à découvrir au niveau acoustique et je trouve que de perdre en fait compte l'information sur le signal et le garder juste que des post-traitements, ça me semble, je pense que c'est encore un peu tôt. Voilà, mais en tout cas, je serais plutôt pour garder les fichiers de son tant qu'on n'a pas de problème de stockage ou que les capacités de stockage posent aussi des questions environnementales. Oui. Et on pourrait imaginer qu'un agriculteur ou un conseiller mette ça et à ce moment-là, que lui, il garde les fichiers de son, c'est peut-être pas utile, hein. Oui, bah, le plus simple, je pense, c'est quand on va arriver avec des outils communicants, c'est-à-dire que le capteur donne la réponse tout de suite de la liste sans forcément avoir eu qu'il ait pu communiquer avec un serveur et qu'on n'ait pas l'opération de déposer le fichier de son, qu'ensuite on ait la plateforme qui renvoie l'identification, que tout ça soit un peu automatique, un peu comme ça se fait avec une application de téléphone. Jusqu'à présent, ce qui est un peu le problème avec l'acoustique, c'est que même c'est toujours beaucoup plus volumineux qu'une image, même une image avec plusieurs millions de pixels de résolution. Uploader des fichiers de son, on est vite sur plusieurs gigas en fait compte. Donc ça reste encore, enfin si on fait pas de compression. Donc pour l'instant, on pourrait avoir peut-être des systèmes hybrides où il y a une première identification qui permet d'avoir un retour immédiat et peut-être un archivage du son. Et puis qu'on est près d'une borne avec un haut débit, qu'on télécharge le fichier de son. Il y a peut-être en tout cas, il y a des personnes qui travaillent dessus. OK. Et pour bien comprendre, l'indice de diversité acoustique, c'est comparable à ce qu'on fait en biodiversité avec la Rapid Biodiversity Assessment, les notations RBA, où en fait on chope les bestioles et puis on les classe par grande morphologie sans les identifier en fait. Et on Ça va encore un c'est peu un plus peu comme loin. ça? Ça Ça va va un peu encore un plus peu loin? plus loin. C'est-à-dire que c'est un. Bon, j'espère que Jérôme n'entend pas. Jérôme, si t'es connecté, tu peux parler. Mais pour faire simple, c'est un peu comme si on faisait un indice de Shannon sur les fréquences. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que du coup, on n'est même pas en train de classer en parataxon. On est en train de se dire, il y avait une structure de son avec une hétérogénéité en termes de fréquence et de durée qui était dans ces zones-là. Et c'est un peu comme si, à partir du spectrogramme qu'on voyait, on regardait si c'est un spectrogramme qui est très chargé avec plein de structures, avec différents niveaux de fréquence, d'intensité, etc. Et qu'on crée finalement un espèce d'indice de Shannon sur cette diversité sur l'image du spectrogramme. OK. On n'est pas sur un rapid assessment où on va sur à la limite du parataxon et à partir Ouais, de ces ouais. listes de parataxon, sans aller jusqu'aux espèces précises, on dit qu'on a déjà une certaine notion de la diversité. Là, on occulte la notion de diversité. Alors, ça marche très très bien en forêt amazonienne. C'est utilisé pourquoi? Parce qu'en forêt amazonienne, déjà, des fois, on ne sait pas si c'est un batracien ou un orthoptère qui chante. Et que les espèces qui chantent, elles n'ont pas été décrites ou qu'on ne sait pas les identifier. Donc, c'est vraiment très utile pour ce genre de milieu très, 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 très diversifié. En Europe, où on n'est pas débordé au niveau des espèces, parce qu'on a fait un peu le ménage, moi, je trouve qu'il vaut mieux aller aux espèces. Et puis surtout, en Europe, on a aussi un bruit anthropique qui est très, 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 très diversifié. Ce qui fait que des fois, les mesures de diversité anthropique, ce qu'elles mesurent, c'est une diversité de bruits anthropiques, d'avions, de cloches, de coqs, de bruits de voitures, ainsi de suite. Alors, je sais que Jérôme, il travaille là-dessus pour essayer de décorréler ça, mais il n'empêche que notre son, il va être plus diversifié dans certaines campagnes parce qu'on a tous les bruits anthropiques. Ouais. Donc, ces indices-là, il faut aussi tenir compte qu'il y a ça un peu à résoudre. Je ne sais pas si ça a été résolu. En tout cas, on va dire, il y a 4-5 ans, ça n'a pas été résolu, il me semble. Donc, je ne sais pas si ça a été résolu, le fait qu'on va générer, au final, l'activité anthropique va générer une diversité acoustique qui va augmenter la diversité de ces indices. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Eh ben, on va remercier nos 2 intervenants. Merci beaucoup. Si, moi j'avais une question là. Vas-y, Clémentine. Je souhaitais savoir si avec du coup Vivikiro, vous pouvez aussi enregistrer les pollinisateurs, enfin le bruit des pollinisateurs.
Alors oui, Et c'est- si on prend le bon capteur, notamment si on prend les Audiomos enregistrent notamment les pollinisateurs, je n'en ai pas parlé, ça c'est vraiment mon collègue Colin Fontaine et puis toujours Yves Barr. Les pollinisateurs effectivement font du bruit, notamment ça a été bien décrit chez les bourdons. Mm. On peut identifier, ou le groupe en tout cas, le parataxon de l'espèce des bourdons via le bruit qu'ils font. Et on peut même aller plus loin puisqu'on peut avoir une notion d'indice fonctionnel puisqu'il y a certains bourdonnements de bourdons qui sont liés à un événement de pollinisation. Donc j'en sais pas beaucoup plus, mais ça m'a super étonné. En gros, quand il va bourdonner, ça va émettre une certaine fréquence, la plante réagit dessus. Enfin, en tout cas, on sait qu'il y a eu une interaction bourdon-plante. Donc vraiment, c'est super chouette. Et ça, normalement, il me semble qu'avec l'Audiomos, ça se fait très très bien. Donc vous voyez, ce tout petit appareil, un Audiomos à 80 €. Certes, mes collègues bioacousticiens disent vraiment quelle mauvaise qualité de son, mais quand même, le fait qu'il ait un large spectre, on peut vraiment avoir une étendue de la communauté qui est vraiment super chouette. Alors après, est-ce que la qualité du micro permettra d'avoir des choses très très fines ou est-ce que si on travaille sur les pollinisateurs, vaut mieux investir sur un capteur qui a une meilleure qualité acoustique dans la gamme qui nous intéresse? Oui, pour l'instant, je ne connais pas de micro qui soit pas cher, qui fasse toute la gamme de fréquences et Ouais. qui soit d'une qualité exceptionnelle. Enfin, C'est tout le problème entre être le plus précis possible et essayer d'avoir une information générale qui prenne tout en compte. En général, Mm. c'est pas compatible et c'est souvent pas les mêmes études et pas les mêmes matériels qui sont utilisés. Bon, Et les l'Audiomos a maté quand même, oui, allez-y. l'Audiomos a quand même deux caractéristiques. Il est vraiment pas cher et la deuxième, c'est qu'il a un large spectre. Donc c'est quand même déjà, moi j'ai pas Ça d'action chez Audiomos, hein, mais c'est un bon point de départ donc. oui. Eh ben, merci Ah. beaucoup. Clémentine, une autre question? Non, c'est bon. Christian, vous vouliez redire quelque chose? Non, juste après, c'est aussi un compromis avec les utilisateurs. L'Audiomos, il est un petit peu, ça demande à manipuler la programmation se fait via ordinateur. Donc, c'est des choses qui sont un petit peu plus difficiles à faire. On ne peut pas rentrer une carte, pour les autres détecteurs, on rentre une carte qui a le programme qui est déjà dessus. On appuie sur on-off pour déclencher et ça suffit. Donc, je dirais un personnel pour lequel un personnel technique ou un agriculteur peut très très bien mettre en place un SM2 ou un SM4. Mettre un Audiomos en route tout seul, c'est un tout petit peu, ça demande un investissement. C'est pas très compliqué, mais ça demande un investissement un petit peu plus bon. En même temps, vu le prix, ça peut motiver ça peut motiver. Merci. Jean-Michel? Non, c'est juste pour dire qu'il va falloir prévoir une intervention sur Burnet. Oui, je suis désolé. Non, je rigole, mais J'ai du été coup, là, surpris j'avais commencé à préparer ça parce qu'on y travaille, nous, on y travaille avec on Burnet reste avec des collègues. avide Et notamment, de... j'ai oublié de le dire, mais Burnet, il y a l'application que tout le monde a peut-être sur son téléphone, mais l'application, on peut la prendre sur l'ordinateur et on peut donc l'utiliser pour traiter des fichiers de son, je dirais des volumes de fichiers de son qu'on n'a pas avec un téléphone. Donc là, on travaille par exemple sur des enregistrements, des semaines entières d'enregistrement. Et ça, on est en train de faire passer Burnet dessus. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Il y a beaucoup de publications qui montrent les limites, les faiblesses, les points forts. Donc c'est aussi très intéressant parce qu'il y a un retour d'experts avec des publications, donc une certaine consistance. Mais j'ai vraiment été débordé. Je suis désolé, je pensais vous faire un petit débriefing, mais j'ai été absorbé par toute cette littérature qui est sortie cette année. C'est impressionnant. En même temps, c'était déjà riche comme ça aussi, donc ça pourra donner l'occasion éventuellement, effectivement, d'une autre intervention. Du coup, je Si pense que si c'est souhaité. Burnet, je pourrais dénoncer un de mes autres collègues qui aura peut-être plus une expérience un petit peu plus récente que ce que j'avais en fait. Parfait. Eh ben, merci beaucoup.